Juste avant la rediff du live, je voulais revenir juste sur certains points que j'ai dit dans le live qui sont un petit peu inexacts. Alors déjà, j'avais confondu fusion et fission quand je parlais de Jadot, le fait qu'il était aussi opposé à la fusion. Enfin bref, ça c'est des petits détails. J'ai insisté que Macron a fermé Fessenheim, mais c'est pas exactement ça. La décision, elle avait été prise sous le mandat de Hollande et Macron n'a pas insisté pour. Enfin, il n'est pas revenu sur cette décision, mais c'est pas lui qui a fermé Fessenheim en soi. Et ensuite, un autre point assez important, c'est que j'avais dit que le Pakistan avait l'arme nucléaire mais n'avait pas de centrale. Non, non, c'est faux. Le Pakistan, il a et l'arme et des centrales nucléaires. En fait, je voulais faire plus le parallèle avec la Corée du Nord qui a peut-être l'arme nucléaire sans avoir la technologie d'avoir des réacteurs pour produire de l'électricité. Voilà, j'espère que là-dessus, vous allez passer un bon live. Et bien sûr, il y a des petits points sur lesquels je pourrais revenir en commentaire. Quand j'avais dit que le projet bio était sûr à 100%, je ne sais pas encore toutes les informations, etc. D'ailleurs, il y a des petits moments du live que j'ai dû couper. Et, euh, et voilà. Bon, bon live à vous. Et hop, ça commence un petit peu à monter, spectateurs, donc on va commencer. Hop, on va juste changer et on va aller là-dessus. Donc, ce que je disais au tout début, le live il va être en trois parties. La première partie, elle va se focaliser sur comment on peut traiter les médias qui parlent des incidents nucléaires qui se passent en France. Donc, par exemple, dès qu'il y a un incident sur la centrale, il y a des médias qui vont les reprendre. Des fois, on ne sait pas si c'est grave, si c'est pas grave, si ça a vraiment des conséquences sur les riverains qui sont autour. Par exemple, à Noël, j'ai eu beaucoup de questions. Ah, t'as vu, il y a un article, il y a eu un problème à la centrale. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Donc, il y a une méthode un petit peu à faire quand on voit ce genre d'incident, et je vais essayer de vous l'expliquer à tous. Ensuite, la deuxième partie, ça va être sur la taxonomie verte et notamment le dernier courrier international qui parle de la décision de la Commission européenne d'inclure le nucléaire et le gaz dans la taxonomie verte. Donc ça, c'est intéressant, il y a pas mal d'analyses. En plus, le courrier international, il a mis pas mal d'articles venant de différents journaux de différentes nationalités. Et ensuite, la dernière partie, ça va être là sur les candidats à la présidentielle et leur avis sur le nucléaire. Donc là, j'ai fait un petit tableau Excel rigolo ça sera l'occasion un peu de voir chacun où ils en sont par rapport à ça. Et pour me présenter rapidement, alors actuellement, je suis stagiaire sûreté dans une grande entreprise du nucléaire. Je vais effectuer une autre mission à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de avril à septembre. Et en septembre, je serai pris en CDI. Normalement, alors là, c'est des démarches dans une autre industrie du nucléaire, en sûreté. Donc, alors certes, je suis un jeune ingénieur, pas encore cadre, rien du tout, mais j'ai encore quelques notions que j'ai apprises en cours, etc., pour avoir une petite légitimité sur ce sujet, sans bien sûr que ma parole soit divine, hein, c'est évident. Euh, Moi, je vous invite tout de suite, si vous voulez approfondir le sujet, d'aller sur le vlog de Tristan Camin, qui lui est cadre sûreté depuis pas mal de temps. Les vidéos du réveilleur sur YouTube sont excellentes de Monsieur Bidouille qui parle d'énergie et de nucléaire. Ça, c'est des vrais influenceurs autour de l'énergie. Moi, je vais que un petit peu donner mon point de vue sur les articles, etc. Donc, le premier sujet, ça va être sur les incidents en centrale nucléaire. Donc là, vous voyez un article de Mediapart qui est sorti le 26 décembre 2021 à 18h12. Alors, j'ai pas acheté cet article, je me suis abonné au Monde, mais pas celui-là. Mais rien que le tout début, il est intéressant. Ensuite, il y a le même article un petit peu de France 3 Drôme. Donc, nucléaire, importante fuite radioactive à la centrale du Tricastin. La centrale du Tricastin, c'est celle où je bosse. Donc, une énorme quantité de tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène, a été mesurée dans les eaux souterraines de l'unité de production d'électricité. EDF et l'autorité de sûreté assurent que la fuite est circonscrite, mais les liquides contaminés de cette centrale, l'une des plus vieilles de France, bon, d'accord, s'ils ont envie de le mettre, se retrouvent inévitablement dans l'environnement. Alors que rien que là, il y a un problème. Parce que, inévitablement, dans l'environnement, qu'est-ce qu'ils en savent, en fait? Quel est le poids de Mediapart à juger les conséquences d'un incident nucléaire? Donc, déjà, là, on a un premier problème, c'est parce que Mediapart n'est pas l'autorité de sûreté. Et il cite l'autorité de sûreté, ce qui est pas mal, mais si l'autorité de sûreté dit quelque chose, tu peux rarement parler par-dessus. Bon, allons vers la suite de l'article, parce que c'est intéressant. Une fuite radioactive très importante s'est produite début décembre, qui fait tourner 4 réacteurs.
une énorme quantité de tritium a été mesurée. Donc là, il donne des chiffres, c'est les vrais chiffres. 28 900 becquerels par litre. Une unité de mesure de la radioactivité ont été enregistrées le 12 décembre dernier. Un événement significatif pour l'environnement. Alors, 28 900 becquerels par litre, qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, votre corps, il émet 9000 becquerels. Donc, 28 900 becquerels, c'est comme si on mettait 3 joues concentrées dans 1 litre. Et la radioactivité de ça, c'était la radioactivité qui a été mesurée. Donc, bon, ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, mais c'est extrêmement peu. Si vous voulez des vrais ordres de grandeur, ça, c'est un cadre de EDF qui l'a donné. La concentration mesurée à Tacastin était de 0,08 nanogrammes par litre, sachant qu'une dose de 70 nanogrammes d'acide est mortelle. Donc, entre 70 et 0,08, il faut donc préciser que même en buvant 1,5 litre de cette eau triciée par jour pendant 1 an, on resterait sous la dose maximale par personne en France. Donc, au vu de l'importance du sujet, le nucléaire, mais bien plus largement l'énergie, il est essentiel de faire un effort de pédagogie. Quel est le problème quand Mediapart et ici France 3 Auvergne parlent de cet événement comme si c'était quelque chose de grave, comme si c'était quelque chose dont il fallait s'inquiéter, dont les riverains doivent s'inquiéter? En fait, dès qu'on voit un incident sur une centrale nucléaire, le premier réflexe, c'est pas d'aller sur les médias, c'est d'aller sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc ça, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Donc elle se présente au début, assure au nom de l'État le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les personnes et l'environnement. Donc on a bon, des vœux à la presse, des communiqués, des consultations pour le public, l'activité avec des lettres d'inspection. C'est souvent très technique et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est public. Tout le monde peut avoir accès à ces données. C'est vraiment la transparence du nucléaire. On dit souvent que c'est quelque chose qui est un peu secret, qui est un peu gardé. Alors sur la sûreté nucléaire, les installations, il n'y a vraiment aucune, enfin, s'il y en a bien sûr un petit peu, mais c'est vraiment public et on peut avoir accès aux inspections de chaque installation nucléaire de base, donc des INB, qui sont numérotées et donc on peut voir un petit peu chaque compte rendu de l'ASN. Et le plus intéressant, c'est de voir les avis d'incident. Donc les avis d'incident, c'est quand il y a un incident sur une centrale, on regarde l'avis. Donc, quel est l'avis qui était lié à ces deux articles? Celui de Mediapart qui fait peur, avec ses retrouve inévitablement, etc. Celui de France 3 aussi, il y en avait d'autres, hein, je ne les avais pas montrés. C'est celui-là, dispersion de tritium dans la nappe souterraine interne du site. Donc, 15 décembre, là, ils l'ont publié 10 jours après, 26 décembre. Donc, après investigation, EDF a mis en évidence que cette eau provenait du débordement d'un réservoir d'entreposage d'effluents radioactifs liquides. Vous voyez, c'est très précis. Il n'y a pas de secret. EDF, ils doivent dire d'où venait cette fuite de tritium. Donc là, réservoir d'entreposage d'effluents radioactifs liquides, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Euh, donc là, ils expliquent un petit peu comment ça marche. Les effluents radioactifs liquides sont transférés selon leur nature et leur radioactivité vers des réservoirs d'entreposage. Donc après, sur ces réservoirs d'entreposage, il y a des jauges de niveau, il y a des détecteurs de niveau et de débit. C'est géré vers une salle de commande déportée. Et donc ce réservoir ne disposait pas d'un volume libre suffisant pour contenir l'ensemble des effluents. Mais sauf qu'à chaque fois, il y a un premier système de sécurité qui là était un puisard. Là, le puisard, il a fui, etc. L'exploitant a été alerté du débordement par les alarmes, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous lire tout le processus de l'incident. Si vous voulez y aller, vous pouvez regarder. Mais le plus intéressant, c'est à la fin. À la fin de chaque incident, ils expliquent en une phrase, et c'est la phrase la plus importante, à quelle échelle a été classé cet incident. Donc ici, il y a écrit « La pollution étant circonscrite à l'intérieur de l'enceinte géotechnique du site, cet événement a été classé au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires, l'INES. » Donc, il faut comprendre que cette fuite de tritium, elle est restée à l'intérieur du site nucléaire de Tricastin. Elle n'est pas allée vers les riverains. Et c'est l'autorité de sûreté nucléaire, donc euh, c'est l'autorité la plus puissante qui dit que c'est resté à l'intérieur du site nucléaire. Et que dit Mediapart? Se retrouve inévitablement dans l'environnement. Donc là, on a clairement de la désinformation, on a une fake news là-dessus de l'article de Mediapart parce que l'autorité de sûreté nucléaire, qui bien sûr est une autorité indépendante en charge, on redit le nom, hein, au nom de l'État, le contrôle de sûreté nucléaire et de radioprotection pour protéger les personnes et l'environnement. Et c'est pas parce qu'il y a écrit au nom de l'État
qu'il y a une partialité, hein, ça c'est important. Et quand vous voyez niveau zéro de l'échelle des incidents nucléaires, c'est-à-dire que l'incident nucléaire, il est minime. C'est juste un écart d'industrie. Si on regarde l'échelle, est-ce que j'ai mis l'échelle? Voilà. Zéro, c'est juste un écart. Aucune importance du point de vue de la sûreté. Un, c'est une petite anomalie. C'est une surexposition d'un membre où les limites annuelles, on dépasse les limites annuelles de radioactivité. Deux, là, on a des incidents graves, accidents majeurs. Je vous invite à lire un petit peu j'en avais parlé lors du premier live de tous les accidents nucléaires qu'il y a eu, niveau 0, niveau 1, niveau 2. Intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident de niveau 2 en France depuis 2012. Donc on est sur 10 ans où il n'y a pas eu d'incidents qui ont dépassé l'échelle 1 en France. Et donc, vous pouvez vous demander, là, j'ai pris un cas spécifique de la fuite à Tricastin, parce qu'une fuite, ça fait souvent peur. Mais par exemple, on peut avoir un incident d'échelle 1, détection tardive de défaut sur le système de protection d'un réacteur. Donc là, c'était le système RIS, etc. En raison de la détection tardive, ça a été classé au niveau 1. Et on peut en avoir des plus rigolos, déclaration de vol d'un détecteur de plomb. Alors, les détecteurs de plomb, ça coûte cher. Et il y a eu un détecteur de plomb qui a été volé, là, ici. Et là, on voit échelle 1. Voilà, échelle 1 au niveau de l'échelle INES. Et là, il n'y a même pas eu d'article, vous voyez, sur ce vol du détecteur. Donc, c'est pas quelque chose euh, qu'il faut prendre à la légère, ce genre de vol. Ça doit être déclaré. Si l'ASN, elle voit que EDF n'a pas déclaré, alors là, ils ont des lourdes conséquences. Mais c'est assez transparent et on voit un petit peu les démarches à suivre quand il y a un incident nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Là, je ne vous conseille pas d'aller voir les médias, surtout que les médias, ils aiment bien jouer avec les peurs, avoir du clic. Donc, s'ils mettent incident important à la centrale, là, les gens, ils vont cliquer. Et même moi, je vais cliquer pour un peu voir de quoi il en parle et après directement aller sur le site de l'ASN. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pourquoi je parle de ça et pour moi, c'est un sujet qui importe. Alors déjà, je bosse dans la sûreté, donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que la sûreté, c'est pas quelque chose de prendre à la légère, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, pourquoi je dis ça? Parce que il y a pas longtemps, il y a eu le PDG de la SN, qui a une belle tête de vainqueur d'ailleurs, avec une belle moustache et la coupe de cheveux de mon père. Président de l'autorité de sûreté nucléaire, alerte quant à l'absence de marge en matière de sécurité d'approvisionnement électrique. Donc, ce président, il est issu du corps des mines, c'est un boss de l'industrie. Il dit qu'actuellement, il y a des difficultés sur certaines centrales nucléaires. Comme vous l'avez vu, en ce moment, la France, on peut le voir très vite en allant sur Electricity Map. Euh, on peut voir que la France, il y a beaucoup de centrales qui ne fonctionnent pas. Ah merde, je l'ai pas là-dessus. Ça fait chier. Bon, il faut aller sur Electricity Map et on voit qu'il y a pas mal de réacteurs qui sont en maintenance actuellement et qu'on utilise pas mal de gaz. On peut le voir sur Ecodemix aussi. Ecodemix et RTE qui fournissent ce, ce travail sur l'électricité. Voilà, on peut le voir. Le nucléaire, c'est que 68%, alors qu'en général, c'est 75%. Et là, vous voyez 10% de gaz, ça n'arrive jamais. Normalement, on n'a jamais 10% de gaz, on a beaucoup moins. Le gaz, c'est utilisé lors des pics de consommation. À 21h16, on a un peu passé le pic, donc c'est pas normal qu'on ait autant de gaz. Pourquoi on a autant de gaz en France euh, Pourquoi on a autant de gaz en France? C'est parce que on a des réacteurs qui produisent beaucoup d'énergie, qui sont assez récents, enfin, dans l'échelle d'être récents, qui ont eu des problèmes il n'y a pas longtemps. Et je crois qu'il en parle là-dessus. Voilà, une indisponibilité de 4 réacteurs liée à la découverte d'un aléa tout à fait inattendu de corrosion sur un circuit important pour la sûreté. C'est un circuit qui alimente en bord le réacteur, le circuit d'injection de sûreté. Cette anomalie a conduit à EDF de façon tout à fait responsable à mettre à l'arrêt 4 réacteurs. Donc c'est EDF qui a décidé, en voyant cette anomalie, de mettre à l'arrêt les 4 réacteurs. Ils n'ont pas attendu la décision de la SN. Ça, c'est quelque chose de bon. Donc ça met. Et donc c'est pour ça. Là, vous voyez, j'aurais préféré qu'il y ait un article de Mediapart là-dessus, sur ce genre d'arrêt, qui prouve que on fait attention quand il y a des problèmes avec le nucléaire, plutôt qu'un article où l'incident est d'échelle zéro, donc pas un incident qui n'a absolument aucune conséquence de sûreté. Donc on a des accumulations d'événements.
qui mène à la situation que nous redoutons, une tension sur le système électrique qui pourrait mettre des décisions de sûreté en concurrence avec des décisions de sécurité électrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'hiver est froid et si on a encore ces réacteurs en maintenance, on va devoir faire fonctionner, peut-être réduire des travaux de carénage et faire fonctionner d'autres centrales nucléaires au détriment de leur sûreté. Et ça, c'est pas du tout quelque chose que l'on veut en termes de sûreté. Donc, et ça, c'est aussi dû à des politiques qui n'ont pas favorisé le maintien du nucléaire en France, notamment la fermeture de Fessenheim, notamment ne jamais avoir fait euh, pôle gauche en Bretagne, avoir fermé Superphénix, etc. Donc une série de décisions qui a fait que maintenant on est vraiment sous tension et on a sûrement demandé à des industries de moins consommer d'électricité. Donc ça va être surtout des sidérurgies et des industries lourdes qui utilisent beaucoup d'électricité qui vont être touchées en premier. Donc ça, c'est une deuxième question. Après, on va passer sur l'article de la taxonomie verte. Dans ce contexte, vous paraît-il possible de mettre à l'arrêt 12 réacteurs supplémentaires d'ici à 2035? Alors pourquoi on pose cette question? Parce que sur le PPE, le plan pluriannuel de l'énergie, bon, c'est une loi qui a été votée et qui dit que d'ici 2050 ou 2035 ou 2050, on doit passer à 50%. Euh, ouh, alors, ce que tu dis, Mystico, c'est intéressant. Voilà, ah, très bien. Je savais que tu allais me parler de cet article. On en parle juste après. On en parle en fin de live, Mystico. Merci de me l'avoir mis, c'est très intéressant. Euh, je vais d'ailleurs vous donner des infos inédites que j'aurais pas le droit de dire, mais bon, de toute façon, j'arrête cette semaine, donc je vais pouvoir vous les dire. Comme ça, je vous fais rester jusqu'à la fin du live. Et ce que je vais te dire sur cet article du Monde, tu vas pas l'entendre. Tu l'as pas entendu dans les médias. Des infos exceptionnelles. Mais pour répondre très vite, il n'y a pas de doute sur la SN. Voilà. Bon, après, tu peux dire que j'ai un avis pas partial, mais bon. Donc, vous paraît-il possible de mettre à l'arrêt 12 réacteurs supplémentaires d'ici à 2035? En fait, il y a une loi qui va imposer à la France d'avoir 50% de nucléaire d'ici 2050. Et cette loi, elle impose aussi que d'ici 2035, on va fermer 12 réacteurs. Sauf que 2035, c'est dans 13 ans. Et est-ce que dans 13 ans, avec les soucis de maintenance qu'on a sur les réacteurs, avec le fait que l'EPR de Flamanville prenne du temps à être mis en place, avec le fait qu'on ne développe pas à un rythme assez soutenu les énergies renouvelables, bah, ce sont des choix qui sont difficiles. Avoir fermé Fessenheim aussi. Donc, le président de la SN, il dit ce choix devrait être durement pesé au regard de prévisions réalistes de mise en service d'ici à 2035. De nouveaux moyens de production, quels qu'ils soient, pour pouvoir conserver des marges pour la sûreté dans le système électrique. En parallèle à cette réflexion que devrait mener le gouvernement, EDF doit travailler à démontrer la capacité de chacun des réacteurs les plus anciens à poursuivre son fonctionnement au-delà de 50 ans. 50 ans, on parle bien de 50 ans, alors que pour l'instant, on est en train de faire les travaux de grand carénage pour les prolonger de 40 à 50 ans. Voilà. Dans le cas du quatrième réexamen des réacteurs de 900 MW, l'entreprise. Voilà. La poursuite de fonctionnement de réacteurs résulte d'une décision subie au regard des besoins électriques ou hasardeuse en manière de sûreté. La prolongation d'exploitation ne doit pas être la variable d'ajustement d'une politique énergétique qui aurait été mal calibrée. Donc encore une fois, là, le président de la SN, il dit on n'a pas pris les bonnes décisions sur la politique énergétique depuis une dizaine d'années. Euh, donc, ah, on voit pas bien quand il y a une petite, un nouveau abonné. C'est dommage parce qu'il y a un petit émoticône de Jean Covici qui apparaît. Bon, c'est pas grave. Donc, le président de la SN, il regrette le fait que ça va être des décisions politiques et non énergétiques qui vont décider du sort de nos centrales nucléaires. Donc voilà. Voilà un petit peu. On a fait 20 minutes, comme ce que je pensais sur les incidents en centrale. En vrai, je pense que je vais pouvoir répondre à ta question. Il n'y a jamais 0% de risque, mais il n'y aura pas d'évacuation de population en cas d'accident en centrale. Parce que déjà, Tchernobyl, on n'a pas les mêmes réacteurs, etc., etc. Bon, je ferai un live exprès sur les incidents nucléaires, c'est peut-être plus intéressant. Sinon. Ok, très bien. On va faire un verre d'eau. Deuxième sujet. Pas en noir et blanc, ouais. Deuxième, les farms. Exactement, c'est ça les farms. Bien vu.
Deuxième sujet, c'est sur le dernier courrier international qui est sorti, celui que vous voyez un petit peu en bas à droite. Il parle de la taxonomie. Donc là, on va parler un peu plus de politique et de politique européenne. J'avais jamais fait ça sur le live, ça peut être intéressant. Donc le titre c'est Et soudain le nucléaire est devenu vert. Donc vous voyez des centrales nucléaires à côté de panneaux solaires, d'éoliennes avec des fleurs partout. Donc c'est sympa. Euh, Tu te dis que ça va parler de nucléaire de la bonne des manières, donc c'est cool. Et le Courrier international, alors je rappelle, c'est un journal qui va prendre des articles de différents journaux, donc de droite, de gauche, conservateurs, de différents pays, et qui font souvent qui vont parler d'un sujet en particulier. Et en ce moment, ils parlent de la taxonomie. Donc, moi, je vous montre ce petit dessin quand même qui est rigolo. Soudain, le nucléaire est devenu vert. Et regardez le petit dessin, on voit qu'il mange un gâteau avec plein de fumée grise, un peu polluante. Les fameuses fumées grises polluantes, plein de CO2 qui sortent des aéroréfrigérants de centrales nucléaires, les bien connus. Donc après, j'ai regardé, et en fait, ce dessin, il a été fait par une revue qui s'appelle 24 heures Lausanne, une revue qui n'est pas politisée, mais une revue suisse, et les Suisses sont plutôt anti-nucléaires, donc ça m'étonne peu de voir un dessin qui n'a absolument aucun sens où on voit des fumées bien polluantes autour du nucléaire venant d'une revue suisse. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Euh, donc je vous lis rapidement sur de quoi ça parle. Longtemps ostracisé par les politiques et les écologistes, l'atome semble revenir à la mode grâce au progrès technologique, mais surtout pour répondre à l'exigence de décarboner notre production d'énergie. C'est l'opinion vers laquelle se dirige aujourd'hui l'Union européenne, qui s'apprête à labelliser comme énergie verte non seulement le nucléaire, mais aussi le gaz naturel, une conception de la transition énergétique qui fait grincer des dents une partie de la presse européenne. Donc, le premier article, c'est un article de The Atlantic de Washington, donc qui est une revue qui date depuis 1857, assez neutre. Et moi, j'aime bien cet article parce qu'il présente les faits sans prendre opinion. Donc, je le lis rapidement, après je le commente. Pendant des années, les représentants du secteur de l'énergie nucléaire se sont plaints d'une même voix. Pourquoi est-ce que personne ne nous aime? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette voie, parce que personne ne m'aimait déjà de base. Bon, c'est pas grave. Après tout, le nucléaire n'est-il pas le dieu Atlas de l'énergie neutre en carbone? N'est-ce pas lui qui porte le monde sur ses épaules, produisant depuis de nombreuses années des milliers de mégawattheures d'électricité sans utiliser le moindre combustible fossile? Aujourd'hui encore, à l'échelle mondiale, les centrales nucléaires fournissent davantage d'énergie décarbonée que le solaire et l'éolien réunis. Malgré cela, les professionnels du secteur se sont longtemps sentis ignorés, détestés, marginalisés. Le nucléaire pourrait sauver le monde, du moins si on nous en laissait la possibilité. Comment cette énergie s'est-elle sortie de cette mauvaise passe? Comme pour tant d'autres problèmes dans la vie, la solution était simple, il fallait garder le cap et attendre. Depuis quelques mois, en effet, le nucléaire est devenu un élément incontournable des stratégies de décarbonation du monde entier, et ce, dans des régimes de droite comme de gauche. Il figure dans des projets de réduction des émissions américaines, britanniques et chinois, et semble devoir jouer un rôle plus important encore dans les pays pauvres, qui souhaitent conserver leur industrie lourde. Désormais, le nucléaire suscite, si ce n'est de l'amour ou de l'admiration, du moins une certaine affection mêlée de ressentiment. Ce nouvel élan pour le nucléaire est apparu clairement lors de la COP26 à Glasgow. La simple présence de représentants du secteur lors de la conférence constitue une évolution notable. On m'avait déconseillé de venir à la COP25. Se souvenait Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'AIEA. Mais cette fois-ci, des membres de délégations américaines, russes et brésiliennes ont présenté l'énergie nucléaire comme une composante essentielle de leur stratégie de décarbonation. Donc, lors de la COP26, par exemple, les États-Unis et la Roumanie ont d'ailleurs annoncé un partenariat prévoyant l'installation par la start-up américaine NewScale de 5 réacteurs modulaires. On se souvient du précédent live où j'avais parlé des petits réacteurs modulaires. Des dispositifs plus petits et moins puissants que les réacteurs conventionnels, qui sont construits en usine directement. Ainsi, Bucarest espère pouvoir fermer progressivement l'ensemble de ses centrales à charbon d'ici à 2032. On se souvient que les réacteurs modulaires, ils se construisent de manière beaucoup plus rapide que les grands réacteurs. Alors que près de 15% de son mix énergétique provient aujourd'hui du charbon. Les élus américains, républicains comme démocrates, sont quant à eux suffisamment favorables au nucléaire pour lui octroyer de généreuses subventions. Donc là, après, il parle un peu des subventions sur le plan Biden, moins intéressant. Pékin prévoit la construction de 150 réacteurs dans les 15 prochaines années. C'est plus qu'ils en ont construit dans le monde entier depuis 1986. Le président français Emmanuel Macron, vous le savez, a annoncé le 9 novembre la reconstruction de 6 réacteurs nucléaires
première fois depuis des décennies. On reparlera après, bien sûr. Parallèlement, certaines startups américaines spécialisées dans l'énergie nucléaire se lancent dans le long processus d'accès au marché. TerraPower et X-Energy. TerraPower, c'est un système assez génial qu'a fait Bill Gates. Je vous conseille la série Netflix Dans la tête de Bill Gates. Le dernier épisode, ça parle de ces centrales nucléaires et c'est absolument dingue. En plus, c'est sur un nouveau principe, TerraPower. Et avec Biden qui le soutient un peu plus, il y a moyen de les voir. Et puis, il y a aussi X-Energy avec une autre technologie de combustible. Voilà. Donc là, l'article, il fait un petit peu un état des lieux du nucléaire en ce moment. Euh, et on a aussi un des défauts, mais un des défauts que je suis d'accord, on est là-dessus, lenteur. Mais dans le secteur des technologies du nucléaire, les lenteurs sont étonnamment concentrées au début du calendrier de mise sur le marché. D'ordinaire, il faut attendre des années, voire des décennies, entre la première mention d'une découverte scientifique capitale ou d'une nouvelle technologie et sa commercialisation. Hop. Une fois approuvé, néanmoins, un réacteur nucléaire avancé pourrait passer très rapidement du stade de plan à celui de la production. Bien sûr, un facteur serait néanmoins susceptible de raviver la méfiance des partisans du nucléaire, un accident grave. Les catastrophes de Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima ont ainsi dissuadé certains gouvernements, fournisseurs d'énergie et investisseurs de se tourner vers cette source d'énergie. Après l'accident de Fukushima, le Japon a fermé 50 réacteurs et ne sera engagé que récemment sur le chemin du nucléaire. On en parle juste après. Quant à l'Allemagne, la fameuse Allemagne, elle a décidé de mettre à l'arrêt ses centrales nucléaires plusieurs années avant ses centrales à charbon. Mais désormais, le temps est compté, il faut passer à l'action face au changement climatique et remplir les carnets de commandes des fournisseurs d'énergie avant 2030. Le nucléaire se défait progressivement de ses stigmates, finit la mise à l'écart et joue désormais dans la cour des grands, à lui désormais d'être à la hauteur. Donc là, bon, je vous ai enlevé certaines parties un peu plus redondantes. On a un vrai article qui soutient l'industrie nucléaire, qui fait quand même état de ses défauts, le fait des lenteurs des nouvelles technologies, voire même les lenteurs des délais de construction entre le début de projet d'une centrale et le moment où on a les premières dalles de béton qui sont coulées. Donc c'est quand même un article plus ou moins bien là-dessus. Et avant de lire un deuxième article, le Courrier international, il fait, alors, je vais vous le montrer à l'écran, c'est dégueulasse, mais je suis pas abonné au Courrier international. On voit un petit peu là-dessus, hop, les projets actuels. Ouais, c'est vraiment dégueulasse la qualité. Les projets de centrales nucléaires dans le monde. Donc, en vert, c'est en service, celles qui sont en service. En noir, c'est celles qui ont été arrêtées. Et en rouge, c'est celles qui sont en construction. Donc, on voit que c'est surtout les États-Unis, la Chine, la Russie, bah, beaucoup en Europe, très peu en Amérique du Sud. Il y a seulement 7 qui sont dans l'hémisphère sud des réacteurs. Il y en a en Argentine, au Brésil, en Afrique du Sud. Euh, on voit le Japon qui avait fermé beaucoup de ses réacteurs, etc. Donc il y en a, pour vous faire un petit peu un débrief, 439 en service, 52 en construction et 202 qui sont fermés définitivement. En France, 56 en service, 14 qui ont été fermés, 1 en construction, celui de Flamanville. Euh, Aux États-Unis, 93 en service, 2 en construction seulement, mais il y a peut-être les modèles de Bill Gates qui vont arriver, 40 en service. En Angleterre, il y en a 2 en construction, 2 qui sont des modèles type EPR, etc. Bon, je ne vais pas vous faire tous les pays, on est un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Et là, on a un article beaucoup moins bien, avec beaucoup plus de prise de position. Et je vous laisse deviner d'où vient cet article. Il vient d'Allemagne. Voilà, vous aurez pu répondre dans le chat. L'article vient d'Allemagne, il vient de Die Zeit, donc l'équivalent du Monde en allemand. Et alors là, cet article, moi, il m'a fait sauter des yeux parce que c'est un article du Monde. Donc le Monde, on est sur quand même un journal, un grand journal allemand, et il y a de la désinformation dessus. Donc il y a des fake news dans des grands journaux et que finalement Courrier International a quand même décidé de, de relayer là-dessus. Donc c'est quand même bon, un peu abusé. On va le lire ensemble. Hop, là, on voit un petit peu le dessin qui a été choisi. C'est des gens qui font de la montagne russe sur les petits orbitales des électrons. Bon, c'est menu. L'Europe a trahi le Green Deal. La France et l'Allemagne ont fait pression pour inclure le gaz et l'atome au projet européen de labellisation verte. Les deux pays ont priorisé leur intérêt particulier au détriment de la lutte contre la crise climatique, selon ce journal allemand. Bon, alors déjà, premier point qui est un petit peu faux, le gaz, c'est seulement l'Allemagne et l'Angleterre qui le voulaient.
Et encore, c'est plus l'Allemagne avec Nord Stream 2, donc le projet de gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, qui le voulait autant, hein. Alors que le nucléaire, il n'y avait vraiment pas que la France. Il y a la Finlande, la France, l'Angleterre, l'Espagne, elle est indécise sur cette technologie, l'Italie aussi. La Belgique voulait du gaz aussi, ouais, excusez-moi là-dessus. La Pologne voulait du nucléaire, la République tchèque aussi, la Slovénie va se passer de son charbon avec du nucléaire, etc., etc. On fera un petit tour des pays après, il y a un article là-dessus. Bon, il y a 30 ans, ce texte aurait été novateur, mais dans les conditions actuelles, les règles proposées pour définir les investissements durables en Europe s'apparentent à une régression. Bruxelles souhaite intégrer le gaz et le nucléaire à la liste des énergies vertes qui permettront de mener à bien la transition énergétique. Ils seront alors considérés comme presque aussi durables que le solaire et l'éolien. Alors déjà, bon là, il n'y a pas de désinformation, mais il y a un petit truc que j'apprécie pas, c'est qu'on est dans des comparaisons de durabilité entre solaire, éolien, gaz. Bon. En fait, quand on compare des énergies et des moyens de produire de l'électricité ou des moyens de produire de l'énergie, chauffage, etc., il faut comparer sur des critères. Il faut comparer, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les impacts de la biodiversité, sur l'indépendance, sur la consommation de minerais, sur ce qu'on laisse aux générations futures, pour parler des déchets, par exemple, sur la sûreté, sur le danger, combien on peut avoir de morts si on fait ce genre d'installation nucléaire. Ça, c'est un petit truc tricky dans lequel j'en parlerai. Donc là, j'aime pas dire aussi durable que le solaire éolien. Solaire et éolien ne sont pas durables sur plein de critères. Ouais. Comment le gaz néfaste pour l'environnement et le nucléaire, qui n'est pas sans danger, voilà, bon, déjà ils arrivent, qui n'est pas sans danger, d'accord. Est-ce que c'est le monde est une autorité de sûreté nucléaire? Est-ce qu'il cite quelqu'un qui prouve que c'est pas sans danger? Ouais. Ont-ils pu intégrer la taxonomie verte? L'eurodéputé Pascal Canfin, élu de LREM, résume la situation. L'Allemagne se bat depuis le début pour que le gaz soit intégré à la taxonomie. La France se bat pour le nucléaire et la Pologne pour les deux. Trois puissances importantes en Europe. Canfin salue la proposition de Bruxelles. La Commission est obligée de trouver un compromis, affirme-t-il, sous peine de mettre en péril les futures générations, notamment celle du Green Deal. La taxonomie était censée marquer le point de départ de la transition vers la neutralité climatique de l'Europe, prévue pour 2050. Alors moi, je vous fais un spoiler, on n'atteint pas cette neutralité. Ouais, bon. Ces règles devraient servir de modèle pour la finance verte du monde entier, en incitant les banques et les investisseurs à placer dorénavant leurs milliards dans des projets durables pour éviter de causer du tort aux générations futures, à nous. Si c'est un échec, avec le gaz et le nucléaire dans la liste, les générations futures éviteront deux grands problèmes. Le gaz entraîne bien plus d'émissions de CO2 que les énergies renouvelables, tandis que le nucléaire génère, entre autres désagréments, des déchets toxiques. Donc là, le journal, il compare vraiment les déchets, le problème des déchets et le problème des émissions de CO2. Alors moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, il y a deux poids, deux mesures, et je trouve qu'il y a un problème qui est plus grave que l'autre. Enfin, je trouve que les émissions de gaz à effet de serre, on a encore eu des records de température là. Alors faire attention, hein, des règlements climatiques, c'est pas non plus des records de température. On a encore eu la semaine dernière des records de température en Afrique du Sud, etc. Et, euh, et les déchets nucléaires. Enfin, est-ce que ça a tué des gens, les déchets nucléaires? Pour l'instant, non. Bon, bref. Pour l'instant, il faut juste trouver des endroits, justement. Un grand mot. Mais est-ce que les déchets nucléaires tuent des gens? Bon, ça, c'est un autre débat. Après, ils en parlent. L'Allemagne cherche encore en vain un lieu de stockage pour enfuir les siens. Tandis que la France, alors là, écoutez bien, c'est là où on a de la désinformation. Tandis qu'en France, le futur site de stockage de Bure ne peut accueillir qu'une infime partie des déchets nationaux. Au total, Paris doit trouver suffisamment d'espace pour stocker 1,7 million de mètres cubes de déchets radioactifs, soit près de 450 bassins olympiques. Alors, quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur de ce qu'il dit l'article? En soi, il n'y a pas écrit mot à mot des erreurs, mais ça laisse beaucoup de confusion au lecteur. Alors, 1,7 million de mètres cubes de déchets radioactifs, soit près de 450 bassins olympiques. Ça, c'est pour l'ensemble des déchets nucléaires qui sortent de centrales. Donc, petite activité à vie longue, moyenne activité à vie longue, haute activité à vie courte, haute activité à vie longue, hein. Donc, il y a déjà plusieurs catégories de déchets. Je ferai un live que sur les déchets, le projet de Bure, je pense. Mais si on s'intéresse qu'aux déchets les plus dangereux, ceux qu'il faut vraiment gérer, qui sont plus possibles de recycler, hein, parce que parmi ces 450 bassins olympiques, on peut en recycler 449, hein, et après les réutiliser en centrale, faire d'autres moyens du combustible, etc.
Et le truc intéressant, c'est que il n'y a pas le projet de Bure, c'est pas du tout fait pour enterrer tous les déchets nationaux. En fait, ils sont faits pour enterrer seulement un bassin olympique de déchets radioactifs, qui est celui des déchets de haute activité à Villon. Donc, quand l'article dit le site de Bure ne peut accueillir qu'une infime partie des déchets nationaux, alors oui, mais c'est le but de Bure. Euh, Bure n'est là que pour euh, comme un moyen de enterrer définitivement les déchets de haute activité à vie longue. Il n'a jamais été question à Bure d'enterrer d'autres types de déchets, ou alors c'est pas l'objectif principal. Donc là encore, enfin, l'article dit que des bêtises. Donc, bon, ça m'énerve. Par ailleurs, les réacteurs français sont vieillissants et présentent de graves problèmes de sécurité. Bon, alors encore une fois, en quoi le journal est une autorité à qui on peut faire confiance en termes de sécurité nucléaire de nos centrales? Bon, je ne sais pas. Près d'un tiers du parc nucléaire français a dû être mis à l'arrêt à la suite de détection de défauts de sécurité. Je ne sais pas d'où il sort ce chiffre. Il est peut-être vrai, peut-être faux. Il est peut-être à mettre en cause en fonction de d'autres données. En Allemagne, tous les partis politiques de la coalition souhaitent mettre un terme au nucléaire, mais ont néanmoins décidé de construire de nouvelles centrales à gaz. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le gaz était une énergie de transition primordiale pour atteindre la neutralité climatique. Le gouvernement doit aujourd'hui réaliser un grand écart périlleux. Officiellement, il s'oppose à l'intégration du nucléaire dans la liste des énergies vertes, mais pendant les négociations, Berlin a soutenu l'accord, acceptant le nucléaire en échange du gaz. Donc en fait, on n'a absolument pas avancé du tout, à part le fait que les centrales à charbon ne soient pas dans le Green Deal, ce qui était déjà le cas en fait. On n'a vraiment pas avancé d'un pouce avec cette taxonomie. On a avancé dans le sens où le nucléaire est inclus, ce qui n'était pas gagné d'avance. Les Verts, qui sont nés du mouvement anti-nucléaire, ont été élus pour leur programme climatique, ne peuvent pas se prononcer publiquement en faveur du gaz, nocif pour l'environnement, ni de l'énergie nucléaire, parce qu'ils associent bêtement l'arme nucléaire à l'énergie nucléaire. À Berlin, ils concentrent donc leurs critiques sur l'énergie atomique sans évoquer le gaz. Ah, c'est intéressant ça. Ils laissent le soin à leurs collègues bruxellois de condamner cette énergie fossile. Les investissements dans le gaz seront reconnus durables jusqu'en 2030. Voilà, en fait, donc, hop, en 2030 c'est durable, puis après ça l'est plus. Bon, on s'amuse un peu. En 2030, hein, l'Allemagne n'aura pas les capacités de stockage pour gérer leurs énergies renouvelables, hein. Ça, c'est un truc intéressant à voir. On va donc perdre 8 années durant lesquelles l'argent aurait pu être investi dans le renouvelable. Bon, déplore l'eurodéputé allemand. Son collègue Michel Boss a lancé une pétition contre l'intégration du nucléaire dans la taxonomie verte, carrément. Euh, les, euh, les Autrichiens, eux, ont porté plainte même contre la Commission européenne. Bon, on va dans des délires complets. Euh, Avec les critères proposés par l'UE, le remplacement du gaz et du nucléaire par des énergies renouvelables pourrait prendre encore plusieurs décennies. Il est vrai que l'octroi de subventions pour la construction et la rénovation de centrales nucléaires requiert la présentation d'un plan concret de gestion de stockage des déchets hautement radioactifs et sa mise en œuvre peut aller jusqu'en 2050 au plus tard. Ça, je vous ai pas montré ça dans l'article où on a interrogé le président de l'ASN, mais il disait enfin qu'il faut aller très vite là sur le projet Bure et il faut prendre des décisions politiques parce qu'en termes de sûreté, Bure, on est bon. Il y a eu les décrets, il y a eu tout ce qui a été fait en termes d'environnement, c'est une installation qui a été jugée comme sûre, etc. Là, il faut prendre une décision politique. Et ça peut être lié. Et pour l'instant, les politiques ne se sont pas encore exprimés trop sur Bure. C'est un sujet très très épineux, encore plus que ce qu'on va parler après. Voilà. Le gaz et le nucléaire n'ont rien à faire dans la taxonomie. Le débat qui entoure la classification des investissements financiers déterminera également la tournure que prendra la transition écologique dans les décennies à venir. Si le nucléaire et le gaz deviennent officiellement partie intégrante de la transformation écologique, cela se répercutera sur l'ensemble du Green Deal européen, etc., etc. Donc voilà. Donc là, on voit un article très pro-Allemagne, hein, même si il est assez contre le gaz. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a eu un troisième article sur le gaz naturel, une solution temporaire. Je vais pas vous la lire. Euh, En gros, c'est un article qui essaye de dire que quand même la Commission européenne, elle était obligée de faire ce choix parce qu'il fallait trouver un compromis entre les deux puissances. Comme l'une était opposée et l'autre à un type d'énergie et l'autre non, ils ont fait au mieux. Attribuer le label vert à cette énergie fossile est en partie motivé par des raisons politiques, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Là, je lis juste un petit point de repère.
sur les stratégies de chaque pays. Et après, j'ajouterai les d'autres pays qui y sont pas. La Chine, plus que dans tout autre pays, c'est en Chine que l'énergie nucléaire revient sur le devant de la scène. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060, spoiler, ils l'atteindront pas, le pays veut construire au moins 150 nouveaux réacteurs sur une période de 15 ans. 150 réacteurs sur 15 ans, c'est absolument incroyable. Si la Chine arrive ça, bon, c'est vive la dictature. Non, je rigole. Allemagne, sa stratégie fait figure d'exception dans le monde. Oh, la petite exception. Le pays doit fermer ses 3 dernières centrales nucléaires en 2022. Il y en a une qui a fermé en fin d'année. C'est une aberration puisque depuis le début de l'année, il y a un gros anticyclone sur le pays qui fait que l'Allemagne a eu des résultats déplorables en termes de production de CO2 au mois de janvier. Bon. D'ici à 2030, il entend tripler la part des énergies renouvelables pour atteindre un traité carbone en 2045. L'Allemagne, spoiler, ils l'atteindront pas. Cette tâche gigantesque sera mise en place grâce au gaz naturel. Ah, naturel, ça c'est un mot que j'aime pas. Utilisé comme énergie de transition. Le gaz, il n'est pas naturel. Il faut arrêter de dire gaz naturel, il faut dire gaz fossile. Voilà. Mais les lobbies du gaz sont très puissants. Ils ne veulent surtout pas qu'on utilise l'appellation de gaz fossile quand on parle du gaz. C'est assez intéressant. Japon, Japon très intéressant. Malgré l'accident de Fukushima en 2011, qui a fait, je rappelle, 0 mort, hein, ce pays, bon, c'est grave, hein, Fukushima. Je descends pas le. Bref. Ce pays pauvre en matières premières souhaite faire passer la part du nucléaire dans son mix énergétique à 20% et doubler celle des énergies renouvelables d'ici à 2030 pour atteindre un objectif zéro carbone fixé à 2050. Spoiler, ils ne l'atteindront pas. Actuellement, le charbon et le gaz représentent 70% des sources d'énergie du pays. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'un pays qui a eu 2 bombes atomiques, hop, là, la petite BD sur la bombe, 2 bombes atomiques et un accident nucléaire, veut continuer à investir dans le nucléaire. Voilà. Ça, c'est très intéressant sur le Japon. États-Unis, on en a parlé un peu avant, et Royaume-Uni, outre-Manche, le gaz naturel est roi, mais sa part doit progressivement diminuer d'ici à 2050. Dans l'intervalle, le gouvernement britannique mise sur le nucléaire et surtout sur la construction de mini-centrales. Il y a 2 EPR actuellement, ou un EPR au Royaume-Uni. Et qui c'est qui fait des mini-réacteurs au Royaume-Uni? Vous allez être surpris, mais les meilleurs au Royaume-Uni qui font des mini-réacteurs, c'est Rolls-Royce. Rolls-Royce qui a un modèle de petit réacteur qui est assez incroyable. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le petit point je vais répondre à vos questions sur la taxonomie. Il y a un petit dernier article sur l'enfouissement des déchets nucléaires en Finlande, un article de Dagens Nyheter de Stockholm. Je le lis pas parce que ça parle vraiment exclusivement des déchets. Je pense que je le garde pour une autre fois. Ça parle d'un site où j'ai pu aller, que j'ai pu visiter, en plus en Suède d'ailleurs. C'est assez intéressant. En gros, la Finlande, elle va mettre en place son premier site d'enfouissement définitif des déchets nucléaires. Ils en ont beaucoup moins qu'en France, donc c'est un plus petit site. Et c'est très intéressant parce que ça va être le premier. La Finlande, ils sont en avance, hein, c'est eux qui ont le premier EPR, etc. Donc, je vous le lis pas, je le garde, ou alors pour ceux qui restent à la fin des 1h30, qui le veulent. Là, je réponds aux questions. Alors, hop, hop, hop. Il y a une sécurité en permanence sur les centrales, ça j'avais répondu. Tous les jours, FK, la famille Bush en entier comme à Bagdad. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Toujours les mêmes, les Allemands, Angela. Bon, alors ça, il faut modérer hein, tous les commentaires. Je pense que les startups américaines ont un avenir. Je suppose que le soutien de l'État doit être total. Donc, est-ce que ça peut faire avancer l'industrie? Alors, moi, je pense qu'elles ont un grand avenir, surtout TerraPower, la startup de Bill Gates. Le modèle est absolument incroyable. Il recrute beaucoup. Alors, moi, je pense que j'aimerais travailler pour la France, donc rester en France euh, pour améliorer cette industrie. Mais dans un coin de ma tête, si je peux aller bosser pour les projets de Bill Gates, c'est assez incroyable. Donc ouais, je pense que les startups ont un avenir. NuScale aussi. En France, c'est une startup qui s'occupe du nucléaire, des petits réacteurs qui s'appelle Naera. Donc voilà, ça serait super si je pouvais bosser avec eux. S'il y en a un qui écoute ce live, peut-être. Et oui, moi je pense que les startups ont beaucoup plus de chances de voir le jour que les gros réacteurs nucléaires. Voilà. La France a voté le compromis gaz plus nucléaire, donc approuve les subventions européennes au gaz. Oui, mais parce qu'ils ne pouvaient pas voter contre, en fait. Il fallait faire avancer les choses de toute manière. Au bout d'un moment, il fallait que la France ait les subventions pour les centrales, et d'autres pays européens aussi. Il fallait que l'Allemagne ait ça, donc c'est pour ça qu'on est allé vers ce deal. Mais c'est pas un bon deal du tout. Et s'il n'y avait pas l'Allemagne,
Ou alors si on avait une Union européenne qui était gérée d'une autre manière, avec moins une omniprésence de l'Allemagne, etc., etc., les décisions auraient été prises autrement. Ils ont trop vu les Allemands, ouais. Euh, ouais, le gaz. En même temps, vu le contexte historique, on peut quand même comprendre le point de vue allemand. Non. Alors, honnêtement, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que la décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire entièrement, ça a vraiment été après Fukushima et ça a été vraiment parce que l'Allemagne et Angela Merkel, ils ont vraiment une politique de zéro risque et de principe de précaution. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait un risque nucléaire, même dans les pays industrialisés type Fukushima, ils ont vraiment décidé d'arrêter leurs centrales nucléaires. Donc c'est une décision qui est regrettable. Moi, j'aurais préféré des vraies politiques d'énergie en mode on sort d'abord du charbon, puis du nucléaire. Si vous avez envie de sortir du nucléaire pour des raisons idéologiques, d'accord, mais tu le fais d'un point de vue sensé, pas en augmentant tes, euh, tes moyens de produire de l'électricité au gaz. Mais le contexte historique, bon, bah, je suis pas forcément sûr parce que le- l'Allemagne était, ben, si on reprend le graphe là-dessus, l'Allemagne avait quand même 33 réacteurs nucléaires après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ils ont construit 33 réacteurs nucléaires, ce qui est quand même énorme. Et ils ont tous arrêté pour des décisions idéologiques. Ils étaient aussi moins forts que EDF, hein, ça il faut le dire, et que Areva. Ils géraient moins bien les déchets, etc., etc. Alors, voilà, quel contexte historique, merci Wallo. Le terme naturel du gaz provient pas forcément des lobbies, même si aujourd'hui ça les arrange, mais du fait qu'on oppose le gaz artificiel fabriqué à partir de charbon dans les usines du gaz au début du XXe siècle. Oui, très juste, très juste. Mais je préfère qu'on dise gaz fossile parce que gaz naturel, bah, les gens qui ont cette information, bah, maintenant le chat le sait, donc merci Axel. Mais quand on entend naturel, les gens ils entendent vert, tu vois, la nature, super, c'est super. Et le niveau de suédois exceptionnel. Zéro mort, on peut pas savoir vu le nombre de travailleurs surexposés aux radiations de Fukushima. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Il y a des rapports qui ont été faits de l'UNSCAR. Donc, l'UNSCAR, c'est l'ONU du nucléaire. UNSCAR, bon, je sais plus exactement. Qui prouve que, en fait, si surexposition il y a eu, alors, déjà, il y a des chiffres, il y a des cartographies d'aide après euh, comment ça s'appelle ça? Euh, de débit d'équivalent de dose après l'accident. Et on voit en fait qu'il y a des vents qui ont amené les radiations vers la mer, qui ont très peu touché les populations. Et on peut pas savoir. Je comprends pas trop ton commentaire. On peut pas savoir vu le nombre de travailleurs surexposés aux radiations de Fukushima. Alors peut-être qu'il y a eu des surexpositions, mais en tout cas, elles n'ont pas eu de conséquences radiologiques et sanitaires sur les habitants. Il y a eu des articles il n'y a pas longtemps qui ont montré qu'il y avait une augmentation des cancers de la thyroïde, mais encore une fois, on ne peut pas savoir si c'est dû à l'augmentation du stress que l'évacuation de Fukushima a, a fait ou que ça soit vraiment lié aux radiations. Et on ne saura jamais, c'est ça le problème. Allemagne, le gaz, une longue histoire d'amour, c'est vrai. Il y a encore 30 ans, beaucoup de gens pensaient que l'Allemagne allait être détruite par une guerre nucléaire. Ah, bon, faut pas oublier qu'il y a nucléaire militaire, pas que civil. Alors justement, il y a des puissances qui sont militaires, qui ont le nucléaire militaire, mais qui ont très peu de nucléaire civil. Le Pakistan, par exemple, ils ont la bombe, mais ils n'ont pas de centrale nucléaire. Et il y a aussi l'inverse. Il y a plein de, bah, la Suède a pas mal de centrales nucléaires et gère très bien leur nucléaire, sans avoir la bombe nucléaire et sans avoir de nucléaire militaire. Donc, il y a des liens qu'il faut arrêter de faire entre nucléaire, militaire et civil. L'enrichissement de l'uranium n'a absolument rien à voir. Et il n'y a que certains pays qui arrivent à enrichir l'uranium pour en faire une bombe. Et on n'enrichit pas de la même manière l'uranium qui est en centrale nucléaire que l'uranium d'une bombe. Il y a vraiment les liens, il faut arrêter de les faire. Et même Macron, quand il avait fait son discours au Creusot, il avait fait des liens et les industriels du nucléaire, et ils étaient énervés parce que il n'y a pas de lien immédiat là-dessus. L'Allemagne est censée sortir du charbon en 2030, donc garder que le renouvelable et le gaz. Mais est-ce que ça serait qu'une Est-ce que ce ne serait que cette étape Est-ce que cette ah, est-ce que attends, est-ce que ne serait-ce que cette étape est possible pour eux, d'après toi? Je sais pas si c'est français.
Oui, je pense que cette étape, elle est possible de sortir du charbon s'il y a Nord Stream 2 rapidement. D'ailleurs, il y a des positions européennes contre Nord Stream 2. Jadot, il est contre, d'autres députés européens. Donc, ça, c'est chiant, ce noir et blanc là, sur les lumières. Et voilà. La guerre froide en Allemagne, c'était quand même très très tendu. Tu as sûrement raison, mais tu peux pas nier que c'est très difficile à pas faire le lien chez les non-experts de la chose. Oui. Oui, mais moi je continue à croire que c'est par idéologie enfin le fait que l'Allemagne soit anti-nucléaire, c'est quelque chose qui est pas rationnel. Dans mon master que j'ai fait à Stockholm l'an passé, il y avait 3 Allemands et ils détestaient la politique de leur pays. Et alors mon tuteur de stage de deuxième année, qui était aussi allemand, bossait en France sur des problématiques physiques et ne comprenait pas ces politiques. Faut se mettre à l'évidence, les choix politiques en matière énergétique de l'Allemagne et l'énergie 22 ne sont pas logiques. Et c'est pas des pays avec lesquels moi j'ai envie de discuter plus tard de nucléaire ou de choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui m'énervent. Enfin bref. 1h01, on est bon dans les temps. Un gars de Framatome à Centrale expliquait qu'il y avait des industries qui proposaient à des pays non capables d'enrichir de l'uranium d'acheter directement du fuel nucléaire utilisable, donc avoir des centrales qui marchent, mais sans industrie nucléaire derrière. Oui, c'est juste, mais ça me paraît assez optimiste. Ça reste dangereux, une centrale nucléaire, et il faut des compétences très spécifiques. Alors oui, c'est juste ce que tu dis, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le modèle de nos centrales nucléaires avant l'EPR, donc c'est-à-dire le modèle de la plupart de notre parc nucléaire, c'est un modèle américain. C'est même pas un modèle français, c'est le modèle Westinghouse. Et on a eu la chance de choisir le bon modèle et pas celui UNCC graphite gaz ou celui japonais qui est un des réacteurs à eau bouillante. On a choisi les réacteurs à eau pressurisée qui sont les plus sûrs et c'est un modèle américain. Donc en fait, il y a derrière dans nos centrales, il y a quand même une technologie américaine. Et si on propose à d'autres pays donc, par exemple, l'Allemagne ou Amsterdam, prenons les Pays-Bas, ils veulent des nouvelles centrales nucléaires. Et ça va être EDF, en fait. Ils vont pas tout créer une grosse industrie nucléaire. Ça va être EDF qui vont fournir le nucléaire, qui va fournir le traitement des déchets, voire même la construction, etc. Donc, on va s'exporter à l'international. Même dans certaines centrales nucléaires en Chine, il y a Framatome et il y a EDF qui sont derrière. Donc, oui, ça va pas être euh, les pays, ils vont devoir avoir des lois, ils ont toujours de toute façon un petit peu de background nucléaire. La Pologne a des backgrounds nucléaires. Et je suis d'accord avec toi, il faut des compétences très spécifiques, mais ça va être des compétences internationales. Est-ce que Dave vend ses EPR à l'étranger? Ben, il aimerait bien, et figurez-vous que l'EPR finlandais, celui-là, c'est un EPR français que Areva alors 12 ans de retard, bon bref, etc. C'est dommage qu'on n'en ait pas parlé aux infos parce que là, c'est une fierté française. Là, vous voyez, là, ça, tout ça, c'est français. Il marche, il fonctionne, le PR fonctionne. Et c'est le premier modèle européen. Donc oui, EDF vend ses EPR à l'étranger. Enfin, alors c'est pas EDF, du coup, ça c'est Areva. Areva qui a vendu l'EPR. Mais EDF va vendre des EPR à l'étranger. En tout cas, on souhaite ça pour l'énergie, industrie française. Voilà. EDF a une clé très juste. Il a une clé sur le PR anglais. Le PR anglais. Mais bon, de toute façon, avec ce que l'État est en train de faire à EDF, bon, c'est pas fou. Quel est ton avis sur Flamanville aussi, les causes des retards? Alors ça, je pense que je vais faire un live exprès, parce que le sujet il prendrait 1 heure à t'expliquer les causes du retard. Il y a une très très longue commission d'enquête qui avait été faite en 2017-2015 sur pourquoi ça a pris autant de temps. En fait, l'autorité de sûreté a été chiante aussi, parce qu'on était parti sur un modèle de cuve de réacteur, et entre-temps, on a changé de modèle. Donc ça a dû refaire toutes les études, on a changé de découverte, on a changé trop de choses, et on a été trop ambitieux sur l'EPR aussi. Il y a plein d'autres raisons. Et le fait que EDF n'a pas été soutenu, etc. Vendre un EPR ne suffit pas pour rentabiliser la R&D. Oui, alors la R&D de EDF, elle se fait beaucoup en ce moment sur le renouvelable et sur leur modèle de petit réacteur qui s'appelle New World. Euh, voilà. Hop, première question. Je suis aussi Jean ici, c'était pro-nucléaire. Mais on peut comprendre l'acharnement médiatique vu les secrets du nucléaire années 70. Oui, 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 oui. Sinon, tu vois comment l'avenir mondial du nucléaire dans les grands pays sont en développement, vers quoi on s'oriente aujourd'hui? Alors, il y a oui, du secret dans les années 70, notamment en termes de gestion des déchets. La France, elle a jeté des déchets
dans les pays d'Afrique, dans la mer, etc. Mais maintenant, et je le répète, avec cette autorité de sûreté nucléaire absolument transparente, il y a très peu de secrets autour du nucléaire. Il y a un excellent podcast de la SFEN, Société française. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur la SFEN. Vous voulez vous renseigner sur le nucléaire, c'est des très bonnes revues d'actualité. Euh, voilà. Et donc, il y avait eu un article, enfin un podcast audio qui est disponible sur Spotify sur le fait que bah, plus ça va, moins c'est secret le nucléaire, qu'on est obligé d'être transparent. Donc, des secrets du nucléaire, oui, et il en faut, parce que je vous rappelle qu'en France, on a quand même l'arme atomique. Donc, il faut savoir bien séparer, il faut savoir ce qu'on va pouvoir dire, etc., etc. Euh, mais il y a du secret, mais maintenant, il y en a beaucoup moins. Et c'est assez transparent. Sinon, comment tu vois l'avenir mondial du nucléaire dans les grands pays? Alors moi, j'attends beaucoup de la deuxième partie du rapport du GIEC qui va sortir février 2022, mars 2022, qui est la partie 2, donc qui est sur les solutions qu'on apporte pour la lutte du changement climatique. Lors du dernier rapport du GIEC en 2014, ils avaient parlé du nucléaire en moyen de lutte sur le réchauffement climatique. Là, j'aimerais bien qu'ils en parlent parce que le GIEC, tout le monde les écoute. Et s'ils disent il faut du nucléaire, alors là, il y a des pays qui vont se bouger, surtout des pays qui dépendent beaucoup des fossiles et qui n'ont pas la possibilité d'avoir beaucoup de renouvelables. Bah, justement, les pays arabes, ils sont pas mal dans le nucléaire en ce moment pour arrêter ça. Moi, je vois un bon avenir sur la filière, mais il faut absolument pas que ça soit stoppé par un accident. Et le problème, c'est qu'il y a des pays qui gèrent mal leur nucléaire, notamment l'Inde, où la sûreté de leur centrale est moins euh, dure, moins sévère que d'autres pays. Et si on a un incident nucléaire en Inde, ou dans d'autres pays, au Brésil, je sais qu'il y avait eu quelques problèmes sur leur centrale, en Russie ou en Afrique du Sud, ça peut mettre un coup de massue euh, qui peut être définitif à l'industrie nucléaire. Donc, bien sûr, c'est pas ce que je souhaite, mais moi, je vois quand même un bel avenir sur cette industrie, sinon je l'aurais pas choisi. D'ailleurs, un petit SMR, c'est pas finalement plus dangereux que quelques grosses centrales bien suivies. Justement, non, parce que les SMR, elles ont une sûreté hein, assez différente des grands réacteurs. Et bah, les incidents dans les SMR, j'en avais parlé sur le dernier live, il est sur YouTube, tu pourras aller les voir, sont beaucoup, beaucoup moins risqués. Et quand il y a un accident sur un SMR, les conséquences radiologiques sont beaucoup, beaucoup moins élevées que sur d'autres centrales. C'est pas des conseils d'orientation, c'est Philippe Montagnier. Ok, 1h08, 15 spectateurs, c'est dommage, on avait fait un pic à 20. Parce que là, je vais parler du sujet peut-être que vous attendez le plus. C'est, attends, on va faire un petit peu un suspense. C'est, oh, 14 spectateurs, vous partez. Non, non, il faut amener les gens. Voilà. C'est la politique française. La politique française. Donc là, attends, je regarde si j'ai pas reçu de message un petit peu. Brice, je fais gaffe à la confidentialité, pas de souci. Euh, non, vous inquiétez pas sur la confidentialité. Hein, tout ce que je dis, c'est public. Même ce que j'ai dit sur le cas d'EDF, c'est des infos qu'en soi on peut chercher sur Internet et les retrouver. Voilà. Donc, le petit tableau Excel, ah, c'est ça que vous voulez. C'est dommage qu'on soit que 14. Donc ouais, j'ai le Covid en ce moment, donc je reste chez moi et devant le match de handball de dimanche, samedi, j'ai fait ce petit tableau de qualité. J'espère qu'il n'est pas trop flou. Voilà, de qualité inférieure. Alors là, mes sources, c'est important, c'est interview radio ou télé, les programmes des candidats, c'est les anciennes politiques pour ce qui est d'Emmanuel Macron, c'est les meetings, c'est ce qui a été dit en meeting. Ça reflète pas mon avis politique, encore une fois. Donc, comment marche le tableau? Dès que vous voyez la petite tête d'un candidat, il faut aller regarder sur la colonne en haut pour savoir s'ils sont favorables ou pas. Alors, j'ai pas mis quand ils n'étaient pas favorables, ça je ferai colonne par colonne. Donc, par exemple, si on regarde Yannick Jadot, il est favorable à 100% de nucléaire, à la sortie d'ici 2050 du nucléaire, favorable à l'éolien mer-terre et favorable solaire géothermie. J'ai différencié énergie marine, énergie éolien mer-terre et solaire géothermie parce que les candidats ils sont pas tous la même position. Je suis désolé qu'il n'y ait pas tous les candidats. Taubira ne s'est pas exprimé là-dessus. Emmanuel Macron n'a pas de programme en soi, donc j'ai fait par rapport à ses dernières prédictions. Donc on va un peu éplucher ça. Alors est-ce que vous voulez que j'épluche candidat par candidat ou proposition par proposition? Je trouve que c'est plus intéressant de faire candidat par candidat, ou alors bloc de candidats par bloc de candidats. Euh, donc,
Vous voyez les petits emojis. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que quand j'ai cherché les petites têtes de personnages, Mélenchon et Zemmour, il y en avait plein des rigolotes. Et les autres, bah, pas des rigolotes. Donc on va faire, oui, alors 8 EPRT, putain, il est plus fort que moi, AVTOMUS. Donc, bah, commençons par Fabien Roussel. Tiens, on va dire que c'est le plus marrant. Donc j'ai mis construction 6 ou 8 EPR. J'ai oublié de rajouter une colonne parce que sinon on voyait plus le tableau. Fabien Roussel est le candidat communiste qui, sur les derniers sondages, est au-dessus d'Anne Hidalgo. Donc un candidat communiste qui est au-dessus d'un document, candidat PS, comme ça, quand même assez exceptionnel, et qui est le seul candidat connoté à gauche qui est vraiment très très en faveur du nucléaire. Il y a aussi Philippe Poutou, je crois, mais je l'ai pas mis dans mes, j'ai pas fait les recherches là-dessus. Alors Fabien Roussel, il propose la construction de 8 EPR. Il est pour le prolongement des centrales nucléaires. Il n'est pas pour le 100% renouvelable. De toute façon, on voit des choses qui se répondent hein, là-dessus. Il est également pour le projet Astrid. Alors le projet Astrid, on se souvient, ça c'est le premier live, il n'est pas sur YouTube. Projet Astrid, c'est les réacteurs de quatrième génération. Qu'est-ce que c'est un réacteur de quatrième génération? C'est les réacteurs qui recyclent la matière nucléaire. Donc, et puis qui ont censé avoir un cycle fermé. Je crois que j'en parle sur le dernier live, vous pouvez aller le voir quand même. C'est très intéressant. C'est un projet dont Emmanuel Macron a mis fin aux subventions. Alors en fait, on devait avoir un modèle expérimental, et là, on a juste un modèle numérique parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc, et c'est vraiment des réacteurs pour le futur. Moi, je trouve ça mieux que la fission. Il y aura peut-être un live fission quand je pourrais parler. Alors, c'est très pertinent d'avoir fait ce tableau. Je ne sais pas si tu te moques de moi, mais moi, je le trouve assez sympa. Donc, bref. Fabien Roussel, il est pour le projet Astrid. Il s'est pas exprimé sur l'SMR, peut-être pas, etc. Mais lui, il a aussi des politiques d'énergie renouvelable et de solaire. Dans beaucoup il est dans plusieurs types, dans un mix énergétique assez varié. Donc voilà. Donc en fait, pourquoi un candidat communiste aurait ce genre de prise de position sur le nucléaire alors que c'est plutôt que on sait tous que la gauche enfin, a plus des positions anti-nucléaires. Euh, S'est-il exprimé alors, attends. Les réacteurs de cinquième génération, ça n'existe pas, c'est les réacteurs de fusion pour moi. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu de grande conférence sur la cinquième génération. Euh, Cinquième génération. De réacteurs. Je veux pas dire ah oui, c'est une blague. Putain. Trop sérieux dans mon diable. Non, parce que les réacteurs de cinquième génération, on est en train de dire que ça va être les réacteurs de fusion. Donc, ça existe. Bon, voilà. Donc non, alors aucun de ces candidats s'est vraiment exprimé sur la fusion. Alors normal parce que le projet ITER c'est plus un projet mondial. Euh, donc c'est quand même que Mélenchon, Jadot, je crois que Jadot est un peu contre la fusion. Il dit qu'on a mis trop d'argent là-dessus. Voilà. Donc Fabien Roussel, un candidat assez surprenant pour ses positions. Il n'y a pas longtemps, il s'exprime aussi sur la viande. Donc il a vraiment ce côté souveraineté de la France. On garde nos industries lourdes et importantes. Voilà. Alors, il n'est pas sur le tableau parce qu'il s'est désisté, mais il a à peu près la même position qu'Arnaud Montebourg, vraiment, sur l'industrie. Arnaud Montebourg et Fabien Roussel sont très proches sur le point des énergies. Voilà. Arnaud Montebourg qui d'ailleurs s'est retiré sans avoir dit quel candidat il soutenait. Mais sur le terme de l'énergie, c'est avec Fabien Roussel sur lequel il se retrouve le plus. Voilà. Donc là, on a fait Fabien Roussel. On va faire Valérie Pécresse parce que on voit que c'est à peu près euh, pareil. Alors, j'ai rechecké son programme. Est-ce qu'il traîne là? Est-ce que je l'ai fait traîner? Non. J'ai rechecké son programme. Alors, sur le nucléaire, ça c'est clair. Ça fonctionne, ouais. On prolonge les centrales actuelles. On reprend le projet Astrid. On fait des SMR. Donc là, un gros projet nucléaire là-dessus. Et elle est plutôt favorable à l'éolien terre-mer. Elle s'est pas trop exprimée sur le solaire et la géothermie. Euh, donc, on ne sait pas trop. Elle voulait faire réguler un petit peu plus que ce que l'étaient maintenant les énergies avec du vent là. Donc voilà, c'est pas mal de soutien aux énergies nucléaires, aux projets SMR que l'on exporte à l'étranger, de l'industrie, etc. Voilà, c'est la droite a toujours été sur cette ligne. François Fillon, Nicolas Sarkozy, etc., etc. Donc,
position assez basique. Euh, on va faire. Et ben alors Emmanuel Macron, on a peu d'infos parce que son programme n'est pas sorti. Donc il a dit 6 EPR pendant son mandat et il avait parlé des SMR sur le plan France Relance. Sur le prolongement des centrales actuelles, on ne sait pas trop parce que comme il a fermé Fessenheim et qu'il ne s'est pas exprimé sur la loi de fermeture des 12, 13 réacteurs dont on a parlé en début de live, je ne sais pas s'il est vraiment en faveur ou pas de, de, de la prolongement des centrales, etc. Bon, c'est pas trop exprimé. Le projet Astrid, alors comme il a annulé le financement, moi j'ai dit de ne pas le mettre là-dessus. Il n'est pas bien sûr sur les arrêts des projets éoliens. Il est favorable à l'éolien. Alors même ça, il s'est pas trop exprimé, mais c'est quelque chose que j'ai deviné. Sur la géothermie, il s'est pas forcément très exprimé. Donc bon, voilà, on a peu de choses puisqu'on ne sait pas encore qu'il est candidat, s'il est candidat. Mais je vous ramène sur mes autres lives. Mais Emmanuel Macron a pris des très mauvaises décisions sur le nucléaire avec l'arrêt de Fessenheim, avec ce qu'il fait en ce moment avec la reine. J'ai pas mis le critère AREN parce que ça concerne plus les politiques d'entreprise et de marché de l'électricité, de libéralisation du marché de l'électricité sur la libre concurrence, où c'est un peu moins lié au nucléaire. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, voilà, n'est pas forcément le plus gros des soutiens, n'est pas le candidat qui a le plus gros soutien au nucléaire. Et qui, alors qui est le plus gros soutien au nucléaire? C'est Zemmour, c'est le petit Zorro là. Pourquoi? Parce qu'il veut construire 14 EPR. 14, c'est absolument énorme. On ne sait même pas si EDF est capable de ça. Moi, je pense que oui, j'espère que oui. Prolongement des centrales actuelles, il est pour le projet Astrid, il en parle souvent. Alors pourquoi 14? Je n'ai aucune idée de ce chiffre, franchement. Moi, je sais même pas d'où il vient même pas de rapport de RTE. Euh, je pense qu'en fait, il faut que ça soit un chiffre pair, voilà, déjà. Et je pense que ça doit venir de calculs. Euh, alors, on a besoin d'autant s'il y en a une vraie politique de réindustrialisation en France. Là, on a besoin d'autant. Et si on arrête les projets éoliens, que, en fait, Zemmour, il veut. Il prolonge, enfin, là j'ai mis les deux, Le Pen et Zemmour dans la même colonne, sur la même colonne, là, après des projets éoliens. Il y a une petite subtilité, c'est que Marine Le Pen veut même arrêter et démanteler les éoliennes actuelles, les éoliennes terrestres. Et Zemmour ne veut pas enlever les éoliennes actuelles, mais veut arrêter tous les projets qui y sont liés. Donc notamment tous les projets de parcs marins. D'ailleurs, je vous conseille l'excellente vidéo du Réveilleur sur les parcs, l'éolien en mer. C'est des débats publics qui sont très intéressants. Ils sont autant intéressants que le nucléaire, je trouve, les débats sur l'éolien offshore. Et peut-être que, enfin, même si on enlève l'éolien, je crois en éolien, on n'a pas. Si je regarde les chiffres là, l'éolien, c'est 3 gigawatts actuellement. Donc c'est deux centrales. Donc ça peut monter à 6%, donc ça peut monter à 4, 5 centrales. Donc c'est même pas 4, 5 centrales au-dessus des 6 EPR. En fait, je pense qu'il y a une vraie réindustrialisation du pays derrière le projet des 14 réacteurs. Et il y a aussi le fait de dire, comme il n'a pas forcément une politique très axée, encore une fois, hein, c'est pas mon avis politique, c'est ce que j'essaie de faire dire, j'essaie de pas de prendre parti. Comme il n'a pas forcément un vrai plan pour sauver le climat en quelque sorte, il préfère dire, bah regardez, moi je suis celui qui a mis le plus de réacteurs nucléaires, donc le reste, on s'en moque un peu. Voilà. À la limite, s'il accompagnait ça d'une vraie par exemple, un changement en termes de mobilité sur un vrai soutien à la mobilité électrique, on pourrait comprendre le chiffre de 14 EPR, mais c'est même pas le cas puisqu'il soutient pas mal les voitures à essence. Donc euh, voilà. Pourquoi arrêter les projets éoliens? Alors ça, il faut demander aux riverains qui habitent à côté des éoliennes. C'est pas bon pour la biodiversité. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en France, on n'a pas encore une vraie industrie du recyclage de l'éolien. On est en train de la développer. Et surtout, on n'a pas une vraie industrie éolienne tout court. On a des projets d'implantation de parcs, mais les pales viennent de l'étranger, en fait. Donc, on n'a pas une industrie française de l'éolien. C'est pour ça que Zemmour, et c'est pour ça que je l'ai mis dans solaire géothermie. En France, on a pas mal de gisements de géothermie qu'on utilise très peu. Euh,
Et le solaire, on a des industries françaises de solaire. Donc, comme il est très axé souveraineté et industrie française, il est plutôt favorable au solaire et à la géothermie, mais beaucoup moins à l'éolien. Voilà. Ça, c'est avec des pincettes, hein, je suis pas sûr à 100%. Euh, voilà. Et puis aussi, arrêter les projets éoliens en mer. Là, en mer, on en a très peu en France. Et les pêcheurs, ils sont pas contents. Et les pêcheurs, c'est souvent des communautés, enfin non, comment on dit, des électorats. Hop, mince, c'est parti. Pourquoi il est parti? Voilà, c'est des électorats qui sont un peu plus populaires, donc qui ont plus tendance à voter Marine Le Pen, ou Éric Zemmour un peu moins le cas, etc. Donc, se mettre à dos les pêcheurs, c'est peut-être pas une bonne idée en termes de stratégie électorale. Donc, le fait qu'ils soient contre l'éolien en mer. L'éolien en mer, hein, pour moi, c'est absolument essentiel hein, dans les transitions énergétiques, si vous voulez mon avis là-dessus. Pourquoi ça s'en va là? Je comprends pas. Euh, Allez. Ok. Donc là, on a fait Zemmour et un peu Le Pen. Donc je vous ai dit un petit peu les différences. Là, on va attaquer l'autre gros candidat, c'est Mélenchon. Alors Mélenchon, et ça va me permettre aussi de répondre. Mélenchon, alors là, je vais avoir un avis politique. C'est le plus improbable et impossible, Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est celui qui veut sortir du nucléaire le plus tôt que Jadot, plus tôt que qu'Anne Hidalgo. Il se base sur les rapports de Négawatt qui visent 2045. Même Jadot avait dit 2045, 2035. Enfin, au tout début de la campagne, il avait dit 2035, ce qui était un chiffre absolument absurde qui sortait de nulle part. Mais en fait, euh, le truc rigolo avec Mélenchon, c'est qu'il veut vraiment arrêter le nucléaire plus brutalement que les autres, même peut-être même plus que Jadot. Et il veut quand même garder un petit peu d'industrie, ne pas faire importer trop de choses. Donc, il veut développer massivement les énergies marines. Donc, je l'ai mis un petit peu ici. Alors, je l'avais écouté lors de son meeting à Strasbourg, le meeting olfatif, où il avait parlé de la mer, où il y avait apparemment dans la salle des effluents marins sur les algues et tout. Donc, prouesse technologique, super. Et en fait, il y a des courants marins, il y a des différences de température dans la mer qui peuvent créer de l'énergie. Et en France, on a un hôpital en Nouvelle-Calédonie qui est chauffé avec des technologies hydromarines, quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a ça, il est favorable à ça. Il est favorable aussi aux hydroliennes. Alors les hydroliennes, c'est les moulins. Voilà, il dit souvent le moulin. Très très mauvaise imitation, après j'en montrais absolument plus du tout. Donc il est favorable aux moulins, il est favorable à ces énergies, mais en fait le problème c'est qu'en France, on n'a pas d'industrie pour. En fait, il faut créer tout à partir de zéro. Et bon, c'est pas trop faire ça pour l'instant. C'est très très ambitieux. Surtout que j'avais vu une stat qui est peut-être à remettre en cause, mais le potentiel hydrolien en France est de 4 gigawatts. Donc c'est l'équivalent de deux réacteurs. Donc si on fout des hydroliennes vraiment partout, on a 4 gigawatts d'électricité. Enfin, donc c'est absolument rien. C'est pas avec ça qu'on sort du nucléaire. Et même les énergies hydromarines, les courants marins, qui chauffent un hôpital en Polynésie. Enfin, je sais pas, on parle vraiment de rien. C'est quelque chose qui sont sur des échelles industrielles qui, pour moi, sont impensables. Donc, on est vraiment sur un programme de sortie du nucléaire et qui, en plus, il dit, j'ai pas un problème contre le nucléaire, c'est juste le fait que ça soit dangereux. Donc, en plus, il utilise la pire des raisons pour laquelle sortir du nucléaire. Parce que je rappelle, en France, je vous remonte le tableau, on n'a pas eu d'incident de niveau supérieur à 2 dans l'échelle des incidents nucléaires depuis 10 ans. Voilà, encore une fois. Donc, je redis ça. Et c'est dommage parce qu'en 2017, il n'avait pas cette politique antinucléaire. Même en 2012, je crois qu'il soutenait un peu plus. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles Fabien Roussel, le candidat communiste, ne le soutient pas. Alors j'ai cliqué dessus, ça fait bugger le truc. Et il est en train de perdre des électorats, surtout. Il a bien des arguments. Son argument, c'est qu'il dit que c'est dangereux. Vraiment, il dit, j'ai rien contre le nucléaire, il dit que c'est dangereux, il dit que c'est 1% de problème, 100% de risque. Il emploie une formule alambiquée. Il dit, par exemple, que si on a un problème à la centrale de Dampierre, c'est 20 millions de personnes qu'il faut évacuer. Mais non, non, il ne faut pas évacuer 20 millions de personnes s'il y a des problèmes à Dampierre. Il ne faut pas évacuer
tout Bordeaux, s'il y a un problème, a bugué. Enfin, il ne connaît pas, et c'est dommage qu'il n'y ait pas des conseillers autour de lui, et même les journalistes qui ne le reprennent pas. J'ai essayé de poser des questions quand il était sur Thinkerview il y a 2 jours, des questions bien détaillées, etc. Là-dessus. Et s'il dit que c'est dangereux, voilà. Là, je vais faire un petit peu le chieur. S'il dit que c'est dangereux, le rapport de Negawatt, voilà, alors j'en parle juste après. Juste avant, je fais un petit point sur le fait qu'ils disent que c'est dangereux. Il dit que c'est dangereux, mais quelle est la source de produire de l'électricité qui a le plus tué de personnes depuis le XXe siècle? Alors, c'est une question que je pose au chat. Selon vous, quel site pour produire l'électricité a le plus fait de morts depuis le début du XXe siècle? Donc, qui est la plus dangereuse? Alors, quelqu'un qui a répondu le charbon, c'est pas ça. Et vous que c'est pas ça. Ça, c'est des morts indirectes, le charbon. Euh, c'est des morts indirectes. C'est des morts qui sont dues à la pollution de l'air, etc. Voilà. C'est ça. Bien joué, Mystico. C'est l'hydraulique et le moyen de produire l'électricité où il y a eu des accidents en Europe, en Italie, même en France, qui ont tué des gens. Donc, des gens sont morts à cause d'installations pour produire de l'électricité. Alors, si l'hydraulique est dangereux parce qu'il a tué, pourquoi Mélenchon n'est pas contre la fermeture de tous les barrages hydrauliques? Vous voyez, ça, c'est une question un peu insolente, un peu impertinente, mais qu'on peut poser à ce genre de politique. Pourquoi ne pas sortir de l'hydraulique, en fait? Voilà, les villages qui font glou-glou. À partir du moment où s'il y a un barrage qui se brise, il y a des vallées entières qui sont dévastées et des villages qui sont perdus et des centaines de morts, bah, pourquoi ne pas fermer les barrages? Voilà, ça c'est plus dangereux en fait, ça fera plus de morts que s'il y a un incident sur une centrale. Bon, voilà. Euh, donc là, je réponds à la question. Mélenchon s'appuie sur le rapport Negawatt qui prend des hypothèses très fortes de réduction de la consommation et pourtant il souhaite une réindustrialisation et un repatriement des usines. C'est assez contradictoire. Voilà, très juste. Le rapport de Negawatt, c'est pas un rapport anti-nucléaire, c'est avant tout un rapport de sobriété énergétique énorme. Franchement, pour avoir lu des résumés, etc. Et aussi, il s'appuie sur des technologies de stockage et de power to gas dont on n'a pas encore accès en France, dont RTE a dit dans son dernier rapport que ça allait être très hypothétique si qu'on ait autant de capacité de flexibilisation de marché de mix énergétique. Donc, pour moi, c'est un peu trop ambitieux, en fait, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et encore une fois, je ne juge que sur les programmes liés à l'énergie et pas au reste de la politique, hein. Je ne suis pas là pour donner des indications sur qui voter, hein. Sinon, c'est trop facile de faire comme ça. Sinon, regardez 14 paires, boum. Non, faut avoir une division d'ensemble là-dessus. Voilà. Un petit point sur Jadot. Bah, alors, c'est un petit peu pareil, sauf que en fait, c'est un ancien de Greenpeace, Jadot, donc il peut pas se proposer en tant que pro-nucléaire. Euh, il est aussi sur les trajectoires du rapport de Negawatt. Il est un peu plus pro-éolien, solaire géothermie que Mélenchon. Euh, voilà. Et un truc intéressant, c'est que hier, Jadot sur la 5, c'est dans l'air une émission de géopolitique. Alors, je suis vraiment confiné hein, pour regarder ce genre d'émission, moins le Covid. Il a dit qu'il n'y a aucune énergie propre. Alors là, je lui fais, bah écoute, bien vu, bien dit, aucune énergie n'est propre, c'est évident. Donc, il m'a fait plaisir quand il a dit ça. Donc, voilà, on l'interrogeait sur le nucléaire. Et le défaut qu'il a dit, c'était, il a mentionné les déchets. Donc, qui est un défaut comme un autre, hein, bien sûr, du nucléaire, mais je suis content qu'il n'ait pas mentionné le fait que. Bah, après, je dis ça, mais il a tendance à dire que ça peut nous péter à la gueule. Les barrages aussi, alors, dans ce cas-là. Bref, voilà. Euh, ouais, il y a des morts dans les mines. Et d'ailleurs, il y a eu un mort dans des mines d'uranium il n'y a pas longtemps au Kazakhstan. C'était quelqu'un qui bossait pas au Orano. C'est pas de la confidentialité, c'est l'info est disponible. Donc, ouais, il y a des morts dans les mines aussi. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est le petit point sur Jadot que je voulais faire. Et je suis content qu'il ait dit qu'il n'y avait pas d'énergie propre, hein, parce qu'aucune énergie est propre. Et Anne Hidalgo, alors elle, c'est sur son programme qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. Elle est sur du 100% renouvelable, mais elle est un petit peu moins anti-nucléaire que les deux d'avant, puisqu'elle a dit qu'elle ne veut pas faire ça euh, avec, avec une augmentation des prix. Donc en fait, elle est pour prolonger.
la durée de vie des centrales actuelles, 50 voire 60 ans. Je rappelle, ça c'est une source sûre, le nucléaire euh, qu'on prolonge de 40 à 50 ans, on verra après de 50 à 60 ans, c'est la source de production d'électricité la moins chère du marché. Voilà, ça c'est sûr. Euh, on est sur moins de 50 euros. Je ne sais plus le chiffre, vous allez m'en vouloir. Je sais plus. Mais l'EPR, on est sur beaucoup plus élevé. On est sur du 90, 100, etc. Mais l'ancien nucléaire, qui est déjà amorti, est la source de production d'électricité la moins chère. Donc, ça serait bête de s'en passer trop vite. Voilà. Donc là, c'est la différence d'Anne Hidalgo par rapport aux autres candidats là-dessus. Oh, merci. J'ai écouté son passage dans C'est dans l'air, t'inquiète. Ça, je crois savoir qui pose cette question. Ouais, ouais. Donc c'était une émission de géopolitique. Il y a eu d'abord Zemmour, puis Jadot. Donc on a posé des questions sur Zemmour, par exemple, sur le fait quel est votre programme climatique. Et là, il a dit allez demander ça plutôt à la Chine et aux États-Unis. Donc on voit un petit peu les différences. Et puis après, il a demandé à Jadot, bon, et qui a vite fait parler du nucléaire, etc. Voilà. Et qui voulait arrêter Nord Stream 2, justement, sur le gaz en Allemagne. Voilà. Hidalgo et Dimamo. Bon, ça c'est très facile à faire. Selon toi, une sortie à 2050 est envisageable pour n'importe quel candidat? Euh, En fait, c'est trop dur de répondre. En fait, en France, on a de la chance d'avoir pas mal d'hydraulique, donc c'est plus simple de passer sur du 100% renouvelable que l'Allemagne, même si l'Allemagne est plus en avance sur les énergies renouvelables, en solaire et en éolien. Pourquoi? Parce que l'hydraulique est pilotable et que honnêtement, gérer la flexibilité des centrales, c'est vraiment des moyens de production d'électricité, c'est vraiment difficile. Il y a des ingénieurs qui bossent dessus. J'ai parlé à des gens de master qui bossent justement que sur ça. C'est très compliqué. Le foisonnement, on appelle ça le foisonnement. C'est quelque chose en plus sur les prix qui fait quelque chose d'un peu qui rend le marché de l'électricité très absurde, très déconnecté de la réalité. Donc, moi, c'est peut-être envisageable, mais à quel prix? Euh, Au prix d'une sobriété énergétique à imposer à chacun. Je crois que dans le rapport Négawatt, coupe-moi, Boris, si j'ai faux, si tu le connais bien, on imposait le chauffage des habitations à 19 degrés l'hiver, voire moins, et on limitait les accès au chauffage. On avait de la mobilité qui était beaucoup, beaucoup plus douce. Alors, il en faut bien sûr de la mobilité douce, c'est évident, mais je pense pas que dans le confort actuel dans lequel est notre génération et celle qui est au-dessus de nous, vraiment 10 ans de plus, on va arriver à des efforts de sobriété tels que sont proposés dans le rapport de Negawatt. À moins d'autorités qui imposent ce genre d'effort. Mais bon, là, on s'approche de démocratie, dictature verte. C'est des notions que je maîtrise peu. Voilà. Jadot avoue quand même qu'on ne peut pas arrêter les centrales nucléaires avant d'avoir une production solide à côté. Il n'annonce pas de date de fermeture de centrale. J'avais lu 2045, mais ouais, il est moins anti-nucléaire que les autres. Voilà. Alors, quelque chose d'intéressant, il faut que je le regarde sur la primaire populaire. Peut-être que je ferai un post ou un petit live. Ah ouais, non, oui, parce que c'est ce week-end. Ce week-end, vous savez, il y a la primaire populaire pour voter pour le candidat qui à gauche représenterait le plus les personnes. Je sais pas s'il y a des candidats qui sont un peu plus pro-nucléaire que les trois Jadot, Mélenchon et Hidalgo. Ce qui était le plus intéressant, c'était à la primaire des Verts. Delphine Bateau était pas une personne anti-nucléaire. Vraiment, elle était même plus proche de Jancovici. Il y a une interview sur YouTube, une conférence où il y a les deux, où il y a Jancovici et Delphine Bateau. Elle est super intéressante, honnêtement. Et ils parlent du nucléaire, ils en parlent très bien, franchement. Et ça, c'est cool que une écolo en parle très bien. Et elle disait, c'est pas ma priorité le nucléaire. Il y a d'autres soucis à régler avant. Elle était dans des logiques de décroissance. Il y avait Cédric Villani qui la soutenait un petit peu, etc., etc. Donc là, on avait une vraie figure des Verts qui n'était pas forcément très engagée contre le nucléaire, Delphine Bateau. Ouais, voilà, c'est tout. Pas vraiment imposé. Quand on voit
comment certains gens réagissent quand on impose des restrictions pour faire face à une crise sanitaire. J'imagine pas si tu leur dis du jour au lendemain que l'État contrôle la façon dont ils veulent dépenser l'électricité. Ouais, alors il y a dépenser l'électricité, il y a aussi bah, se chauffer en fait. Si on impose aux gens, bah, vous chaufferez moins à cette période, qu'est-ce que ça peut créer quoi. Enfin, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, euh, donc voilà. Quelque chose que j'ai pas dit, ouais, j'ai pas mis l'arène parce que tous les candidats politiques ne sont pas exprimés là-dessus. Mais c'est vraiment un sujet dont il faut parler. En ce moment, on demande à EDF de vendre son électricité euh, encore plus cher que ce qui est prévu. Je peux chercher des petits articles plus rapidement, mais bon, c'est pas. C'est des trucs absurdes. Sur LinkedIn, il y a des influenceurs qui en parlent très bien. Jean Covici, il fait sur des posts là-dessus. On est en train de vraiment de pomper tous les rares profits que faisait EDF en imposant le fait qu'ils doivent vendre leur électricité à bas coût, celle qui sort des centrales nucléaires qui sont déjà amorties, à des fournisseurs d'électricité qui, la plupart d'entre eux, euh, vendent juste des contrats à des gens, en fait, les fournisseurs d'électricité. Ça, c'est quelque chose que je vous soutiens. Si vous avez le choix de votre fournisseur d'électricité, choisissez EDF, soutenez l'industrie française, soutenez même EDF, c'est les premiers en France sur l'énergie renouvelable. Enfin, c'est pas Enercop, vous voyez. Euh, donc, vraiment, c'est quelque chose pour moi, quelque chose d'important. Alors voilà, c'est Naera, ça c'était la start-up française du nucléaire. Moi, je voulais sur le profil de Jean Covici pour voir s'il avait fait un post sur l'arène. Euh, D'ailleurs, j'avais vu dans le chat, je suis un pro Jean Covici. Oh, je me suis même pas connecté à lui. Peut-être qu'il va vouloir. Hop. Vu qu'il répond à mes posts souvent. Alors, je sais pas s'il y a eu Tristan Cama finalement sur le. Ah, pardon, merci KHTMP, bien sûr. Quel mauvais garçon. Le Monde, est-ce qu'il avait fait hop, post sur la reine? Bon, bref, c'est quelque chose d'assez mauvais. Oui, et je suis pas un pro Jean Covici. Il y a des positions que je défends pas sur l'hydrogène. Il est vraiment. D'ailleurs, je crois que j'avais eu une question sur l'hydrogène, non? Peut-être. Ouais, je pense que mes enfants, l'éolien, offshore. L'hydrogène bleu. Oui, alors l'hydrogène, ça n'a pas de couleur. Les énergies, elles n'ont pas de couleur. Il faut arrêter de dire électricité verte. Les électrons, qu'importe d'où ils viennent, ils n'ont pas de couleur. L'hydrogène bleu, vert, rouge. Bon, ça, c'est un point sur lequel je suis pas d'accord avec Jean Covici. Il est vraiment contre l'hydrogène. Pour moi, je pense que c'est vraiment des bons moyens de vecteur énergétique. C'est pas pour rien que Total, ils investissent à fond là-dedans. Total, c'est pas des abrutis, etc. Euh, Merci, Lilax. Voilà, le post sur l'arène et la concurrence faussée. S'il s'agissait de détruire un système qui fonctionnait bien, la concurrence dans le marché de l'électricité vient de remporter une nouvelle victoire. Rappelons que les concurrents d'EDF, en fait, il n'y a pas de concurrent EDF. EDF, c'est le moyen, ça peut pas, et c'est là où c'est intéressant. Euh, EDF, quand il y a une entité, c'est Rosatom en Russie, c'est Westinghouse aux États-Unis. Quand il y a une grosse entité qui doit faire des moyens de produire de l'électricité, tu peux pas soumettre ça à de la concurrence. C'est évident. Quand tu vas avoir peut-être des startups qui vont se lancer dans des marchés de SMR, aux États-Unis, il y en a deux, TerraPower X Energy. En Angleterre, il y a Rolls-Royce. En Suède, il y a celle de mon prof qui s'appelle Lead de mon prof, de mon tuteur, qui est un réacteur au plomb. Là, peut-être qu'on va avoir une concurrence européenne qui peut être intéressante sur des petits réacteurs, mais pas sur EDF en fait. Voilà, c'est sûr. Donc EDF ne doit pas avoir de concurrence, ça doit être un monopole, mais les monopoles dans les marchés ultra-libéraux dans lesquels on est, ça marche pas. Et c'est là où on a des contradictions. Dans le domaine de l'électricité, le système est plutôt celui d'une extorsion encadrée. EDF est obligé de vendre à perte une partie de sa production à des entités tierces qui sont donc en situation de dépendance et non de concurrence. Si les centrales EDF disparaissent, les concurrents font de même. Les concurrents n'ont pas construit les moyens de production. Pour l'essentiel, ce sont des structures avec des fonds propres très faibles, etc., etc. Mais en ce moment, les prix s'envolent euh, parce que le prix des gros sont calés sur le moyen de plus cher du moment. Le gouvernement a choisi de sauver les concurrents et de sauver le consommateur avant l'élection. Wow! Un voyou. Mais il n'y a pas de repas gratuit, le contribuable devra passer à la caisse après l'élection. Voilà, en plus, les décisions qu'ont faites le gouvernement, ça va se répertorier en 2023. Donc, quel que soit le candidat en 2022,
le prix de l'énergie va continuer à augmenter. Et c'est ça le truc. En fait, le prix de l'énergie fait continuer à augmenter et on est en train de parler de décision aux consommateurs pour pas qu'ils payent plus. Mais le problème, c'est que le consommateur, il devrait payer plus parce que l'énergie, elle n'est pas assez chère dans le marché de l'Europe. Et ça, c'est très difficile à entendre. Surtout, tu vas pas demander aux classes moyennes, à ceux qui gagnent pas beaucoup, de continuer de faire des économies d'énergie. Mais il faut bien sûr euh, moins consommer d'électricité. Alors l'électricité dans une maison, c'est pas souvent les lumières, hein, comme la figure. La RED, c'est vas-y, on va aller sur Wikipédia pour ça. Voilà. Donc on a encore 16 spectateurs. Le live est fini, à moins que vous voulez que je vous parle rapidement de l'EPR finlandais, ou alors de pourquoi l'EPR coûte aussi cher. L'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics. Le coût actuel est de 42 euros par mégawattheure. Ouais, super. Voilà. Bon, bref, c'est quelque chose d'assez. Voilà, on est sur 1h40 de live. J'espère que ça vous a plu. En vrai, on était assez nombreux durant tout le live. Je suis plutôt content. Hop là, j'ai plus de batterie sur mon ordi. Mais ça, il faut totalement. J'ai dit que j'enregistrais le live et que le live sera dispo sur YouTube d'ici la fin de semaine. Voilà. Donc ouais, je suis encore désolé pour la qualité d'image de la caméra. Je pense que je vais en acheter une. Il y avait des beaux. Euh, je peux vous présenter les petits livres. Ça peut être intéressant si vous voulez vous renseigner. Hop, ça c'est des trucs qui sont très intéressants. Hop, ça, ce livre, c'est Le piège américain. C'est un livre de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron. En fait, ça parle d'un énorme scandale industriel. L'otage de la plus grande guerre sous-traitane témoigne. Je m'appelle Frédéric Pierucci, ancien patron d'une des filiales d'Alstom. Après avoir été contraint au silence, j'ai décidé de relever les dessous d'un thriller à 12 milliards de dollars. En fait, c'est quelqu'un qui a été arrêté par le FBI pour une affaire de corruption. En fait, c'était un chantage pour obliger à gigantesque amende et à se vendre à General Electric, son grand concurrent américain. Donc Alstom, qui était un fleuron de l'industrie française, qui était une industrie qui faisait les turbines pour les centrales à gaz, pour les centrales thermiques et pour les centrales nucléaires. Et alors, c'est pas n'importe qui peut faire ça, hein, faire des turbines. C'était l'usine de Belfort, une grande usine, etc. Et en fait, General Electric a tout fait pour les racheter et a utilisé des salauds américaines, a enfermé ce type pendant 6 ans de prison. Pour moi, c'était n'importe quoi. Le mec, c'était un haut cadre dirigeant d'Alstom qui gagnait une fortune. Je vous conseille l'interview de Thinkerview de ce type, c'est absolument incroyable. Et en fait, il est resté enfermé parce que General Electric voulait racheter Alstom. Et à ce moment-là, au gouvernement, c'était François Hollande et il y avait trois personnes impliquées, François Hollande, le ministre de l'Industrie Arnaud Montebourg et le ministre de l'Économie Emmanuel Macron. Il y en avait un qui disait ah mais oui, il faut vendre à l'étranger, l'offre que propose General Electric est super, puis regarde, il y a encore des emplois, il reste en France, etc. Alors ça, c'était l'avis d'Emmanuel Macron. Et Arnaud Montebourg, il dit ah non, non, il faut garder notre souveraineté, Alstom, c'est une vraie industrie française, surtout cette usine. Bon, bien sûr, c'est Macron qui a eu raison. Euh, ouais, j'ai mis des passages en exerne, etc. Bon, bref, je ne vais pas vous les lire. Donc, et finalement, ben, Montebourg, il avait raison, puisque la partie d'Alstom qui est restée en France était une partie ridicule. C'était Alstom Transport, et puis finalement, elle est morte petit à petit. Et là, il y a des renégociations pour que EDF rachète la partie que General Electric avait rachetée, puisque quand General Electric avait racheté, ils avaient essayé de ramener leur production aux États-Unis, ils n'ont pas réussi. Bref, il y a encore une suite à cette histoire, mais ce livre est absolument génial, parce que le mec, il te raconte que c'est un putain de cadre qui se retrouve en prison alors qu'il n'a rien fait. Enfin, c'est absolument génial. Euh, donc, le mode pour les Johnny. Voilà, ce livre est ouf. Et un autre livre que j'ai eu à Noël, c'est La Bombe. Ça, c'est un copain qui s'appelle Guillaume qui me l'a conseillé. C'est une BD en noir et blanc sur la bombe nucléaire, sur alors son commencement, sur d'où c'est parti, sur les scientifiques qui étaient impliqués, sur euh,
comment se positionnait l'Allemagne sur la bombe nucléaire. Euh, bah, ils avaient des usines de production d'eau lourde en Norvège, etc. Il y avait des commandos là-bas. Ça te raconte tout ça. Ça te raconte bien sûr Hiroshima, Nagasaki, sur le fait qu'il y avait plein de scientifiques qui avaient dit qu'ils voulaient pas qui voulaient une démonstration sur comité dans un désert, etc. C'est un livre absolument génial que j'ai eu à Noël. C'est une BD de donc je remercie celui qui me l'a conseillé. Voilà. Donc ça, Le Monde sans fin, la BD de Jean Covici. En vrai, c'est un résumé de ses conférences, mais c'est en dessin, c'est mieux, c'est facile. Genre, je l'ai fait lire à mon frère, qui veut plus avoir d'enfant d'ailleurs maintenant. Hein, non, c'est très bien fait. Je pense que je la relirai quand j'aurai des. Voilà. Et surtout cette BD, vous savez, quand je vous disais spoiler, ils ne l'atteindront pas. C'est surtout en lisant cette BD qu'on s'en rend compte. Et dernier petit livre, là, c'est ce que je suis en train de lire. Bon, ça, en vrai, c'est des choses que je sais. C'est une affaire d'État, tentative de sabordage du nucléaire français. Ça explique les différentes politiques qui ont été mises en place. Et je crois qu'il y a aussi des trucs que je connaissais pas. C'était un mec qui était à l'Assemblée nationale, qui présidait l'Assemblée nationale, et qui a été médecin. Et ça a l'air assez intéressant. C'est sorti la semaine dernière. Donc voilà, voilà. Très bien. Il n'y a pas de notif, je crois. Si. Euh, c'est bizarre. Ah putain, ouais, c'est mes messages Facebook qu'on entend, je crois. Ah ouais, ben merci. Désolé, Nathan. Ouais. Faut arrêter de me parler. Oui, oui, je suis désolé. Je crois que on entend mes notifs Facebook. J'aurais dû les enlever. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. On a moins de 2 heures de live. J'espère que ça vous a plu. Mais je crois que j'ai raté des questions. Ça m'énerve cette histoire avec EDF, à qui on oblige à vendre à des vendeurs de contrats qui vont juste revendre à des particuliers. Ouais, c'est vrai. Non, j'avais fait un exposé sur les garanties d'origine verte. C'est ridicule. C'est franchement, on peut faire EDF, c'est dommage. Voilà. Je crois que j'ai raté une question sur l'hydrogène en fait. Je crois. Hum, de toute façon, si l'objectif c'est d'électrifier l'industrie et les transports sûrement. MEE, démanteler les aériennes. Euh, Ah, ça j'ai pas répondu, Manielder. Du coup, Marine Le Pen, si elle veut démanteler éolien, disait Perret, seront suffisants quand même. J'en sais rien. Ça dépend de ses politiques d'industrie. Enfin, en tout cas, bah là, je me positionne, mais démanteler les éoliennes actuelles, bon, c'est un peu débile. Autant attendre peut-être qu'elles soient en fin de vie. Je ne sais pas. Bref. Euh, alors, je vais voir les messages qui ont été supprimés. Est-ce que c'était pour des bonnes raisons? Moi, je suppose que oui. Merci au modérateur, d'ailleurs. Je vous ai choisi sans même que vous le demandez, mais j'ai eu aucun problème sur le chat. Euh, Écoutez, glou glou. Ouais, vous m'avez tous répondu le charbon, mais oui, c'est celui qui fait le plus de morts indirects, voilà, c'est sûr. Merci pour le live, c'était top. Pense à l'article du Monde sur Tricastin. Oui, lecture de 17 minutes, je vais le lire de suite. Chaud de te voir jouer à LoL pour terminer ce live. Si oui, je peux jouer à Hearthstone. Mais bon. À quelle fréquence tu prévois de faire des lives? Alors oui, le dernier, je suis désolé, c'était fin octobre, j'avais prévu d'en faire plus souvent. Euh, Sauf que par miracle, là, je vais me faire opérer du genou. Donc, je vais devoir rester à la maison un petit peu. Donc, je pense qu'il y en aura un en mars. Mais en fait, il faut qu'il y ait un peu d'actu. Donc, c'est pour ça que je voulais faire soit un live que sur un sujet vraiment où on faisait un petit peu ce qu'on a fait. Donc, une partie débat, une partie article sur Internet, une partie article de presse internationale. Je trouve que ce découpage, il marche, il fonctionne bien. Ça, c'est varié. Et peut-être faire ça que sur les déchets, parce que finalement, je vous en ai assez peu parlé des déchets, et c'est un point clé là-dessus, que sur le PR, même si j'en ai quand même déjà un peu parlé, que ça me saoule. Ou alors si il y a des grosses décisions sur le nucléaire qui arrivent, voilà. Et puis si on parle, s'il y a des débats politiques là-dessus, que ça peut être intéressant. Donc je pense que le prochain sera en mars. Je vais m'acheter une caméra. Je vais essayer d'en trouver une en d'occasion, tout comme ça, pour le prochain.
Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Très bien. Bon, je crois qu'on est sur une fin. Euh, moi, je vais regarder un petit peu les commentaires qu'on m'a envoyés. Merci à tous ceux qui ont été là. L'implantation de l'ASMR, j'en ai un petit peu parlé sur le live sur ma chaîne YouTube. Euh, voilà, petit à loin, Boris. Ouais, c'est sûr. Ça devrait être un sujet pendant la campagne. Oui, ça l'est déjà. Sauf vous avez vu hein, sur mon petit tableau d'Excel, on a vraiment c'est, on a un vrai clivage en fait. Et, bon, voilà. Mais merci à tous en tout cas. Gros bisous. J'en revois bientôt plus tard. J'espère que vous avez kiffé. Et le live sera dispo pas loin. Voilà. Super. Allez, terminer l'enregistrement, terminer le stream. On termine d'abord l'enregistrement.